Bien. Euh, Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Donc nous allons reprendre le cours d'histoire des faits économiques. En attendant que tout le monde se connecte et que je puisse voir si les auditeurs sont bien présents, je vous rappelle que nous avons une consultation de copie qui est organisée cet après-midi. Alors si vous avez des regrets et que vous voulez consulter votre copie, que vous êtes capable de venir à l'université, à l'Amphi Baudin, d'ici 16h30, voilà, vous pouvez encore vous inscrire. Je crois qu'il reste encore de la place jusqu'à 15h30. Après j'arrête, hein, parce qu'après ce que je vais faire simplement, c'est que je vais récupérer les copies de ceux qui sont inscrits, voilà, pour les amener. Hein. Donc ne venez pas si vous n'êtes pas inscrit, j'aurai pas votre copie, ça servira pas à grand chose. Autant que vous consultiez la correction en ligne. Bien, alors je vois que vous êtes quelques-uns à vous connecter. Bienvenue à tous. Je vous propose, sans perdre de temps, de reprendre le cours d'histoire des faits économiques. Alors comme d'habitude, on va s'arrêter 10 minutes avant. Si vous voulez faire une pause, vous mettez sur pause. Voilà, et puis moi ça me permettra aussi d'avoir un peu plus de temps pour préparer toutes les copies et préparer la séance de correction. Euh, nous en étions à réfléchir dans le cadre du chapitre 2. Donc, le chapitre 2, finalement, c'est un chapitre qui s'intéresse aux sociétés pré-industrielles, pardon. Donc, avant la révolution industrielle, comment les sociétés évoluaient-elles, historiquement, économiquement. Donc, nous avons vu qu'il y avait un premier élément extrêmement important pour comprendre l'évolution des sociétés, qui est la question agricole. Pourquoi ? Parce que les sociétés pré-industrielles sont essentiellement des sociétés agricoles. Je veux dire par là que l'essentiel de la main-d'œuvre travaille en fait dans les champs et produit de la nourriture, hein, à peu près 80%, et ça a été parfois bien sûr bien plus dans les sociétés les moins développées. Au fur et à mesure que se développe la technologie agricole, eh bien on va être capable de produire plus de nourriture avec moins de main-d'œuvre, ce qui va entraîner la libération de la main-d'œuvre hors dehors des champs, et ce qui va donc susciter une augmentation de la taille des villes et des emplois et une diversification progressive de l'économie. Finalement, c'est ça le progrès. Hein. Le progrès, c'est la diversification de l'économie qui a une capacité de plus en plus importante à se nourrir et donc qui a besoin de moins en moins de main-d'œuvre pour se nourrir et qui va pouvoir consacrer donc cette main-d'œuvre à faire autre chose, des choses plus intéressantes ou en tout cas qui traduisent des sociétés plus riches, hein, comme par exemple, vous voyez, des cours d'histoire des faits économiques, voilà, du commerce, de l'industrie, etc. Alors ça c'est la première, la première grande question, c'est comment ces sociétés pré-industrielles ont évolué. Eh bien, essentiellement, elles ont évolué par l'amélioration des techniques agricoles. Et puis, il y a une deuxième question que j'ai voulu aborder, parce que pour comprendre la révolution industrielle, on ne peut pas juste l'analyser à partir des progrès de l'agriculture. C'est-à-dire que l'agriculture a eu des progrès dans de nombreuses régions, et même au début du XVIIIe siècle, l'agriculture chinoise et dans d'autres régions du monde était peut-être plus efficace que l'agriculture européenne, ce qui signifie que la révolution industrielle ne s'est pas nourrie que des progrès agricoles et des progrès technologiques. Elle s'est également nourrie d'autres choses. Alors, quelle est cette autre chose ? Eh bien, j'essaye du coup dans cette deuxième partie de l'expliquer. La seconde chose qui permet d'expliquer la révolution industrielle, c'est l'émergence d'une certaine forme d'esprit, j'ai envie de dire d'une culture marchande, puisque c'est la culture marchande qui va expliquer le dynamisme de la révolution industrielle. Alors Max Weber parlait d'esprit du protestantisme, il a cru pouvoir faire le lien, aujourd'hui assez contesté quand même, entre le développement du protestantisme, de la religion protestante, à partir de la Renaissance, et le développement de l'industrialisation. En réalité, c'est plus compliqué que ça, puisque, par exemple, les régions catholiques ont été très moteurs aussi dans l'industrialisation, parce que l'anglicanisme, puisque l'Angleterre, c'est le foyer de la révolution industrielle, on va le voir tout à l'heure, ou la semaine prochaine, après les vacances. L'Angleterre a une religion qui est en fait très proche, l'anglicanisme, de la religion catholique. Voilà, on a vu que la Belgique catholique s'est industrialisée avant les Pays-Bas protestants. Donc tout ça est pas si simple que cela. Mais par contre, là où Max Weber a sans doute raison, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est que la révolution industrielle nécessite une certaine façon de penser. Hein, et donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la semaine dernière, l'idée de profit, l'idée d'accumulation, et plus largement
le rapport à la marchandise, au marchand, qui est une construction culturelle. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer maintenant dans la fin de cette deuxième partie de chapitre 2, c'est-à-dire essayer de comprendre comment est-ce que les sociétés humaines ont fini par voir émerger une société marchande spécifique. Alors ici, je vais m'intéresser à la société marchande européenne, parce qu'il y a d'autres sociétés marchandes dans d'autres régions du monde, mais c'est la société marchande européenne qui a fait émerger la révolution industrielle. Parce que pour le coup, ça c'est un truc qui est absolument évident. La révolution industrielle, elle naît bien en Europe, et plus précisément en Angleterre, et c'est de là qu'elle va se propager dans le monde entier. Et donc la question, qui est une question toujours en recherche, qui n'est pas une question tranchée aujourd'hui, c'est comment cette révolution industrielle, ou pourquoi cette révolution industrielle apparaît en Angleterre ou en Europe occidentale, et pas en Chine, ou qui est à l'époque plus développée du point de vue technologique que l'Europe occidentale. Et bien ça fait partie des grandes questions. Alors ce que je vais essayer d'expliquer ici, je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais essayer d'expliquer comment est-ce que la pensée marchande, elle a évolué au cours du temps en Europe occidentale. Alors on a vu d'ailleurs, on commence par voir comment fonctionnait le rapport marchand des sociétés du Paléolithique, dont toutes les sociétés humaines sont issues, puisque l'homme a été, dans la plupart de son histoire, un chasseur-cueilleur. On a été beaucoup plus longtemps chasseur-cueilleur, notre espèce a été beaucoup plus longtemps chasseur-cueilleur, elle s'est construite sur cette dimension de chasse et de cueillette. L'agriculture, elle, n'apparaît que 8000 ans, 9000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 10 000 ans, un peu plus de 10 000 ans. Donc ça veut dire que la durée dans laquelle l'espèce humaine a été agriculteur est très faible par rapport à la durée totale de l'espèce humaine. L'Homo sapiens, c'est 300 000 ans avant Jésus-Christ, enfin s'il y a 300 000 ans à peu près. Donc voilà, donc on a passé 10 000 ans à connaître l'agriculture, c'est pas grand-chose. Alors dans ces sociétés du Paléolithique, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, finalement, l'échange, il y a des échanges bien sûr, mais ces échanges n'ont pas pour but le profit, ils n'ont pas pour but l'accumulation marchande, mais ils ont pour but la création de liens sociaux. C'est ce que j'ai appelé le potlatch. Et le potlatch, en fait, c'est l'inverse finalement du rapport marchand, puisque c'est une relation subjective qui se fait entre les individus. Il n'y a pas de calcul d'intérêt derrière, au contraire, on va se séparer d'un objet qui a beaucoup de valeur pour soi, parce que l'objectif c'est de créer une relation avec la personne, d'ailleurs pas une relation dépourvue d'arrière-pensée, puisque quand on se sépare d'un objet précieux et qu'on le confie à quelqu'un, c'est en quelque sorte pour imposer à l'autre de nous faire ensuite un cadeau, donc avoir un mécanisme de relation qui est fondé en fait sur une dette, sur un engagement, puisque la personne doit nous rendre quelque chose. Et d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles je peux vous parler, je vais vous en parler tout à l'heure, de ce livre-là, Dette 5000 ans d'histoire, de David Graeber, qui montre bien que la question de la dette n'est pas une question qui se limite à la dette financière telle qu'on connaît aujourd'hui. C'est une question anthropologique. Et dire d'ailleurs qu'on voudrait un monde sans dette, ça voudrait dire qu'on voudrait un monde où plus personne ne doit rien à personne, ce qui veut dire que c'est un monde dans lequel, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de relation sociale. Ce serait un monde absolument terrible. Toute la question est de savoir, c'est ce que dit Graeber dans son bouquin, quel type de dette on parle. Est-ce qu'on parle d'une dette qui doit être remboursée exactement, précisément, et qui peut être comptabilisée par les mathématiques, ce que dit Graeber, donc c'est la dette ici financière, monétaire, ou est-ce qu'on parle, quand on parle de dette, on parle d'engagements sociaux qui sont de nature profondément différente. Et en fait, justement, tout ça a un lien avec ce que j'essaie de vous dire, parce que quand on passe d'une société, Graeber appelle cela des sociétés humaines, c'est-à-dire fondées sur la création de liens sociaux entre des personnes, à une société marchande, eh bien on va pas simplement changer la nature des biens qui s'échangent, mais on va aussi changer le type de relation qu'on crée avec les autres. Et finalement, c'est ça qui est assez intéressant. Et donc, c'est cette innovation historique qui est la société marchande que je vais essayer de comprendre, en fait. Comment on part d'une société où les liens sociaux sont des liens de personnel, en quelque sorte, subjectifs, à une société où on a des rapports aux autres qui sont beaucoup plus objectifs, qui sont construits sur la monnaie et sur l'idée d'intérêt et de profit. Voilà. Alors bien sûr, tout ce que je vous présente, c'est un peu schématique, mais mon objectif, c'est de vous faire comprendre la question, de faire comprendre que tout ça n'est pas naturel, que l'idée de maximisation des profits,
qu'on voit en économie n'est pas quelque chose de naturel chez l'individu et chez les personnes humaines en général. Ça a été socialement inventé et construit. Alors reprenons notre histoire donc. Pardon d'être un peu rapide, mais vous n'êtes pas obligé de noter tout ce que je dis ici. Là. C'est une manière de vous réexpliquer l'enjeu de ce qu'on essaie d'étudier maintenant. Donc reprenons notre histoire et venons-en donc aux premières sociétés organisées, donc des sociétés agricoles avec des États, un État, une armée, un empire. Et là, où est-ce qu'on peut retrouver ce type de société? Alors beaucoup d'endroits bien sûr, mais on peut prendre l'exemple des Sumériens. Alors les Sumériens, c'est une civilisation autour de Babylone, c'est les ancêtres des Babyloniens. Cette civilisation de Sumer, elle existe donc en Irak aujourd'hui, au bord des fleuves Tigre et l'Euphrate, c'est ça, qui sont les deux fleuves irakiens. C'est une région extrêmement fertile qui se prête très bien à l'agriculture. De la même façon que le Nil, d'ailleurs, se prête très bien à l'agriculture, puisque c'est des fleuves qui sont inondables, donc en gros qui ont des crues, qui déposent leurs limons, qui sont cultivés très facilement. En plus, le climat est très ensoleillé, donc on a ici une capacité extrêmement facile de faire de l'agriculture. Et donc, dans ces sociétés-là, eh bien, les États sont des États qui tirent leur pouvoir, leur puissance, finalement, leur légitimité de la religion. C'est donc une société théocratique, donc théo de Dieu, qui est fondée sur la légitimité de Dieu, donc extrêmement religieuse, et dans laquelle justement le pouvoir militaire et le pouvoir religieux se mêlent, puisque le chef d'État, le dirigeant, l'empereur, je ne sais pas comment on appelait, d'ailleurs ça n'a pas beaucoup de sens de traduire ce genre de mots aujourd'hui, eh bien il était empereur bien sûr de droit divin, légitimé par un ensemble de clergés. Et en réalité, il n'y avait pas à l'époque de distinction entre toutes les dimensions militaires, religieuses, économiques de la société. Et donc, en fait, les temples, donc, qui ont vocation à être des temples religieux, étaient aussi des endroits dans lesquels s'organisait l'essentiel de l'activité commerciale et économique du pays. En dehors, bien sûr, de l'agriculture, parce que l'agriculture se produit de fait dans les champs. Et donc, dans ce cadre-là, l'échange, la nature des échanges entre les gens, n'est pas un échange qui est organisé par des individus libres. Il est toujours médiatisé par le pouvoir religieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que, par exemple, vous voulez nouer un contrat commercial, vous le faites dans le temple sous l'autorité religieuse. Ce qui veut dire que la nature même du contrat, elle a un aspect religieux en même temps qu'elle a un aspect d'intérêt personnel. Donc là, vous voyez que on est dans une dimension qui n'est pas une dimension marchande classique. À tel point que la valeur des choses, et notamment la valeur de la monnaie, qu'est-ce que c'est la monnaie à l'époque ? C'est l'or et l'argent. Eh bien, cette valeur monétaire, elle est le produit d'une réalité religieuse. Alors, l'idée, c'est qu'il y avait des astres. On avait une civilisation qui était la religion à l'époque se mêlait beaucoup aux astres. Et donc, on considérait que l'or relevait du soleil, l'argent relevait de la lune. Or, la lune fait le tour du zodiaque 13,3 fois plus vite que le soleil. Alors, tour du zodiaque, ça veut dire qu'en fait, c'est l'année. Donc, on a des mois lunaires qui font que voilà, qu'on peut retrouver la lune à différents endroits du ciel à différents moments de l'année. Et donc, du coup, on considérait que l'or valait 13,3 fois plus que l'argent. Donc, le rapport entre l'or et l'argent ici est déterminé par la religion et par les prêtres qui décident que les astres ont décidé que l'or valait ceci et l'argent valait cela. Alors, vous comprenez bien ici que ça veut dire qu'il n'y a pas de prix de marché, qu'il n'y a pas que la question du prix et les échanges, la nature des échanges entre les gens n'est pas décidée par les individus eux-mêmes, mais finalement par les représentations religieuses qu'ils ont. D'ailleurs, la monnaie, qui est un instrument d'échange, n'appartient pas aux gens. Les individus ne possèdent pas leur propre monnaie. La monnaie est confiée par les temples aux marchands, notamment
parce que parfois, évidemment, il faut qu'ils aillent faire du commerce avec l'étranger, et donc d'autres pays, et donc dans ce cas-là, ils commercent avec... alors, il n'y avait pas de pièces de monnaie à l'époque, on avait alors, je sais pas exactement sous quelle forme ça prenait, mais on avait des barres d'or ou d'argent, enfin vous voyez, des éléments physiques, hein, que le temple nous confiait pour faire le commerce. Et ensuite, quand on a fait du commerce, on doit rendre l'or et l'argent, hein, sous forme d'offrande au temple. Donc là aussi, ça veut dire que l'idée même de propriété privée n'est pas très très claire. Finalement, tout ce qu'on a, il nous est confié par le temple et on doit le rendre une fois qu'on a fait des affaires. Alors bien sûr, il faut bien comprendre que les gens ne font pas des affaires comme ça par pur intérêt spirituel, ils le font aussi parce que ça leur rapporte des intérêts. Mais vous comprenez bien que cette relation entre le marchand et le religieux est totalement imbriquée. Il n'y a pas le religieux d'un côté ou le pouvoir politique d'un côté et le pouvoir économique de l'autre. Tout ça est complètement lié, ce qui veut dire que vous faisiez du profit, et bien vous rendez ce profit sous forme d'offrande au temple, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'accumulation monétaire privée. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de propriété privée, il n'y a pas vraiment de contrat fait entre individus libres et indépendants, puisque tous les contrats se font au temple, donc ça veut dire que c'est sous l'autorité religieuse, et donc il n'y a pas véritablement de vie civile, et il n'y a pas de monnaie, au sens où on l'entend aujourd'hui. Ça veut dire que l'or et l'argent, c'est des outils qui permettent de comptabiliser la valeur, ça comptabilise, c'est une monnaie qui permet de savoir combien vaut les choses. L'or peut être utilisé dans les transactions avec les étrangers, mais il revient toujours au temple, et il n'est pas accumulé par les individus, et il n'est pas frappé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces de monnaie. Donc ça veut dire qu'on ne confie pas l'or et l'argent aux individus pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Cet or et cet argent, ils appartiennent et ils retournent toujours au pouvoir religieux, qui est aussi, je vous le rappelle, le pouvoir politique. Alors c'est ce que dit Jeanne-Marie Viel, donc je vous montre un autre livre, qui d'ailleurs se trouve à l'Abbaïus, c'est là où je l'ai lu d'ailleurs, parce que là, celui-là c'est mon exemplaire que j'ai acheté par la suite. Mais en fait, ce livre, je l'ai découvert dans votre bibliothèque universitaire. J'ai trouvé extrêmement passionnant. Et donc, c'est ce livre-là qui parle de Sumer et qui dit, finalement, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que dans l'Empire sumérien, la relation marchande autonome, elle n'existe pas. Les rapports marchands, les contrats se font toujours par rapport à des représentations religieuses et sous son autorité. Il n'y a pas donc de dissociation de la sphère marchande de la sphère religieuse et politique. Alors, les choses vont changer lorsqu'on va introduire la monnaie. Et quand je dis la monnaie, je parle ici de pièces de monnaie. Hein, voilà, parce que les pièces de monnaie, elles ont la particularité d'être en fait frappées, validées par l'État, et ensuite distribuées au sein de la population pour avoir un usage libre de cette monnaie. Alors, cette monnaie va apparaître dans le monde grec vers moins 600. Donc l'Empire sumérien, c'était 5000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, on est à 600 ans avant Jésus-Christ. Donc on a fait un énorme bond dans l'histoire. Ce qui veut dire aussi que, on n'a pas non plus des connaissances extrêmement précises de ces civilisations-là et de la manière dont les gens vivaient. Alors on sait que les Sumériens, par exemple, on sait qu'il y avait des contrats parce qu'on a redécouvert dans les temples les tablettes d'argile, parce que ces contrats, ils étaient bien sûr entreposés dans les temples, et donc parfois les temples brûlaient, et quand ils brûlaient, l'argile se solidifiait, et du coup on retrouvait ensuite les tablettes cuites en quelque sorte par l'incendie, qui permet maintenant aujourd'hui d'avoir des éléments de comment les contrats marchands se faisaient. Et ces contrats marchands, ils n'expliquaient pas tout, notamment les rapports, ce qui pouvait être dit par ailleurs. Alors je voudrais revenir sur la question de la monnaie, parce que la monnaie telle qu'on l'entend, ce n'est pas juste une unité de compte, c'est un outil d'échange. Et en fait, vous voyez, chez Sumer, il n'y avait pas besoin d'outils d'échange, puisque les échanges se faisaient par contrat entre les gens qui venaient au temple. Donc il n'y avait pas besoin qu'il y ait forcément de monnaie qui existe à ce moment-là, puisque tous les contrats étaient faits sous surveillance du religieux. La monnaie apparaît lorsque on a un échange totalement décentralisé et libre entre les individus. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin que quelqu'un nous regarde par-dessus l'épaule pour voir ce qu'on fait. On fait ça librement.
Et cette monnaie, elle vient d'où? Alors en fait, la monnaie, le sens même de monnaie n'est pas très clair. La monnaie qu'on la connaît, c'est évidemment un instrument d'échange qui a une valeur universellement acceptée et qui est légitimée par un État. Mais dans les sociétés, alors dites les sociétés humaines, c'est-à-dire les sociétés qui ne sont pas des sociétés marchandes, il existe aussi des sortes de monnaies spécifiques qui s'appellent les monnaies sociales. Alors, cette histoire sur les monnaies sociales, je reprends mon livre, elle se trouve ici dans le livre de David Graeber. Bon, il est un peu gros ce livre, mais il est passionnant et très facile à lire. Je ne vais pas vous retrouver la page, enfin je peux la retrouver si vous voulez, je l'ai dans... Je peux la retrouver, mais c'est pas la question, je vous demande juste de me faire confiance, puis si ça vous intéresse, vous pourrez lire le bouquin, évidemment. La monnaie sociale, c'est une monnaie qui vise en fait à quantifier et à réajuster les relations des gens. Tout à l'heure, je vous parlais du potlatch. Le potlatch, c'est un système d'organisation de dons contre dons, un système de dons et de contre-dons ritualisés, qui a pour but de tisser des liens sociaux. Eh bien, les monnaies sociales, elles ont aussi ce but-là. Mais cette fois-ci, on va objectiver les relations sociales. On va garder la possibilité de créer des relations sociales individuelles, mais on va aussi chercher à réorganiser des relations sociales autour notamment d'événements qui sont des événements culturels, qui ne se font plus de l'individu à l'individu, mais qui se font par exemple dans le cadre de communautés ou de familles. Alors, exemple typique, le mariage. Quand vous vous mariez, d'un point de vue anthropologique, qu'est-ce que se passe-t-il? Alors ça dépend si c'est la femme qui va dans la famille du mari ou le mari qui va dans la famille de la femme, ça dépend des cultures, mais à chaque fois, il y a une perte des uns par rapport aux autres. C'est-à-dire si c'est la femme qui quitte sa famille et qui va dans la famille du mari, aujourd'hui en Europe, on est sur ce modèle-là, puisque c'est la femme qui prend le nom de son mari, traditionnellement, même si les choses changent. Donc on parle de société patrilocale, c'est-à-dire on se localise dans la famille du mari et du père. Dans ce cas-là, c'est la famille qui a de la femme qui perd un membre. Et donc il faut en quelque sorte compenser la perte de ce membre par la dot. Donc la dot, c'est typiquement un instrument qui sert non pas à payer la femme, mais à compenser la famille. Et alors là, c'est là qu'il faut bien comprendre une chose. La compensation existe et ne signifie pas un paiement, parce que le principe même de la compensation, c'est de ne pas donner quelque chose qui a une valeur marchande, mais donner quelque chose qui a une valeur sociale. Et en fait, ce que David Graeber explique, et ce que d'autres anthropologues expliquent, c'est que dans les sociétés traditionnelles, dans certaines sociétés traditionnelles, existent des monnaies qui n'ont pas pour but d'acheter des choses, mais d'organiser les rapports sociaux. Par le phénomène de compensation, alors du mariage typiquement, la dot, elle est versée. Alors elle peut être versée aussi par la famille de la femme. Les choses sont parfois un peu plus compliquées que ce que j'ai dit, mais en tout cas, elle sert aussi à compenser une perte et à protéger également la femme, très souvent. Et en fait, cet argent-là, il n'a pas pour but d'être utilisé sur le marché, il a pour but d'être symboliquement de représenter une perte. Alors on a aussi d'autres phénomènes comme ça qui peuvent être par la réparation de conflits entre familles ou entre personnes, nouer des contrats entre tribus, entre sociétés, entre familles par exemple. Donc en fait, ces monnaies sociales visent non pas à acheter des choses pour manger et se nourrir, mais visent à organiser des relations diplomatiques, personnelles, des mariages, etc. Et en fait, ces monnaies, eh bien, ce ne sont pas des monnaies qui ont un pouvoir d'achat. Elles n'achètent rien, elles symbolisent la puissance et le pouvoir qu'on peut avoir sur les autres. Parce que si on détient ces monnaies, on peut du coup créer des affidés, des personnes qui vont nous soutenir pour des raisons politiques ou autres. On peut se marier, on peut avoir plusieurs femmes, vous voyez, parce que justement, plus on possède cette monnaie sociale, plus on possède de pouvoir, en quelque sorte, sur les autres, en tout cas sur les autres membres de la société. Et ce que Graeber explique, c'est que ce type de monnaie-là, eh bien, ces monnaies sociales n'ont pas de pouvoir d'achat. Elles ne peuvent pas acheter quoi que ce soit sur un marché, notamment pour se nourrir.
Et en fait, ce qui explique, c'est que la monnaie traditionnellement, elle existe à différents niveaux. Il y a la monnaie qui achète des biens et la monnaie qui achète des personnes. Et c'est deux types de monnaies profondément différents. Donc on a des univers mentaux qui ne relient pas du tout les rapports sociaux aux rapports économiques. Dans ces sociétés qu'on appelle les sociétés humaines, ce que Graeber appelle les sociétés humaines, dans lesquelles se trouvent des monnaies sociales, les rapports marchands parfois n'ont pas besoin de monnaie pour se faire. Ils peuvent se faire totalement différemment. Les besoins alimentaires des gens, les besoins économiques des gens ne sont pas le produit de la monnaie. Par contre, quand il existe des monnaies donc sociales, c'est pour structurer les rapports sociaux de la société. Lorsque la monnaie arrive telle qu'on la connaît, on a donc une monnaie qui est autre chose. La monnaie du monde grec vers moins 600, c'est une monnaie qui a un pouvoir purement marchand et un pouvoir économique, qui sert donc dans les échanges marchands. Et c'est pour cette raison que j'insiste sur cette différence, c'est qu'on peut tout à fait avoir des sociétés qui ont de la monnaie, mais cette monnaie n'a pas du tout le même rôle que la monnaie qu'on a aujourd'hui. La monnaie qu'on a aujourd'hui n'existe que depuis moins 600, elle existe dans certaines sociétés, et elle a vocation à organiser des échanges marchands. Avant la monnaie, il existe des échanges, mais ils ne sont pas marchands. Pourquoi ils ne sont pas marchands ? Parce que c'est compliqué d'objectiver la valeur des choses, puisque parfois on a des quantifications monétaires. Hein. Par exemple, chez les Sumériens, on a bien de quantifications en or, en argent, ou chez les Égyptiens de la même époque. Mais les transactions, en fait, ne se nouent pas par un transfert de monnaie. Souvent, ça passe par du troc. Alors du troc au sens où on l'entend d'habitude, c'est on échange bien, on dit bien voilà, je veux Asclès. Alors je vais vous donner un exemple. Pour ça, je vais reprendre. Je me souviens plus où est-ce que je l'ai mis, mais je vais le retrouver très vite. Voilà, Graeber ici. Voilà, donc c'est ça. Donc là, je trouve 267. Voilà. Donc à 267, voici une transaction, un papyrus qu'on a retrouvé en Égypte antique, qui dit la chose suivante. Vous voyez, c'est page 267 du livre de Graeber. Dans la 15e année de Ramsès II, donc on est 1275 avant Jésus-Christ, un marchand a offert à la dame égyptienne Érénophre une esclave syrienne, dont le prix, sans nul doute après marchandage, a été fixé à 4 d'ébène, 1 kit d'argent. Érénophre, donc on a 373 grammes d'argent. Hein, donc c'est ça le prix de l'esclave de cette dame égyptienne qui achète une esclave syrienne. Érénophre a réuni un ensemble de vêtements et de couvertures à hauteur de 2 tiers de kit. Les détails sont précis dans le document. Puis elle a emprunté à ses voisins divers objets, des vases de bronze, un pot de miel, 10 chemises, 10 d'ébène de lingots de cuivre, jusqu'à ce que le prix soit atteint. Alors ça, c'est donc un anthropologue qui parle, c'est pas Graeber. Graeber cite un anthropologue qui parle et qui analyse un document qu'on a découvert, un papyrus qu'on a découvert. Qu'est-ce qu'il nous dit ce document ? Il nous dit, voilà, une Égyptienne a cherché à acheter pour 373 grammes d'argent un esclave. Sauf qu'elle n'a pas payé en argent. Elle ne possède pas l'argent. Pourquoi ? Parce que dans cette société, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de monnaie. On ne possède pas la monnaie. La monnaie est une unité de compte. Donc on a un marchandage, on a un marchandage, mais en fait on va ensuite le payer en nature. Donc c'est pas tout à fait du troc au sens où on n'a pas un échange ici bien contre bien. On a un échange bien contre argent, mais l'argent en fait lui-même est immédiatement converti en d'autres biens. Donc on a bien un prix monétaire qui permet d'être comparé. Mais par contre, on ne sait pas comment ce prix finalement parvient à nouer une transaction réelle, puisque tout le problème, c'est qu'on a ici une double conversion. On a la conversion de l'esclave en argent, donc là pour le coup c'est 373 grammes, c'est très clair, mais ensuite on a une autre conversion qui est comment ces 373 grammes, on va les payer, et là on les paye en nature, et donc il faut faire une deuxième conversion sur combien vaut chaque pot de miel, chaque chemise, etc. Et vous comprenez que ça veut dire qu'en fait les transactions ne sont pas du tout comparables.
C'est-à-dire que le même esclave, enfin, le même marchand d'esclaves, donc déjà un esclave, ça peut avoir différentes qualités, hein, différentes tailles, différents âges, etc. Mais vous avez un marchand d'esclaves qui va essayer de vendre un autre esclave. Il le vendra peut-être au même prix officiel, mais avec deux marchandises totalement différentes qui lui seront données. Et la conversion de ces marchandises en argent peut être là aussi totalement différente. Au final, dans ces sociétés-là, il n'y a pas de possibilité de quantifier réellement la valeur des choses. Puisque si on les quantifiait en argent, en fait l'argent n'est pas utilisé que dans les transactions réelles. Autrement dit, il n'existe pas vraiment de marché. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de... Toutes les relations, toute l'organisation des rapports marchands ont une dimension subjective et pas une dimension objective. En gros, personne ne paye avec de l'argent au sens strict. De l'argent au sens de la monnaie. Toutes les transactions se font des biens à biens, sans que ce soit vraiment du troc, puisque c'est pas du troc, puisqu'il y a une unité, il y a une quantification du prix, mais en même temps, il n'y a pas de monnaie qui est réellement utilisée. Il n'y a pas de monnaie parce qu'en fait, les gens n'ont pas de monnaie. Personne n'a de monnaie, donc il faut bien nouer des relations commerciales et on le fait autrement. Par ailleurs, là, on parle d'un marchand itinérant, donc quelqu'un qui est un étranger. C'est pas la plupart des gens n'ont pas des relations économiques avec les étrangers. La plupart des relations économiques se font au sein d'une communauté. Et au sein d'une communauté, il n'y a pas besoin de quantifier l'argent. On s'offre des services mutuels. Et comme on n'a pas d'argent de pièces de monnaie, je veux dire par là, il n'y a pas de monnaie dans cette société, eh bien, on échange des services et des biens les uns avec les autres, avec toujours une dimension subjective, parce qu'en plus on se connaît. Donc il n'y a pas de marché au sens où il n'y a pas d'objectivisation de la valeur. Pour arriver à avoir des vrais marchés, tels qu'on peut les comprendre aujourd'hui, alors il faut qu'il y ait une monnaie. Et une monnaie qui ne soit pas simplement une monnaie sociale, qui ne soit pas simplement une unité de compte, comme tout à l'heure pour l'Égypte, mais une monnaie qui soit véritablement utilisée dans les transactions réellement. Et cette monnaie, eh bien, en fait, elle est inventée que vers l'an moins 600, alors plus précisément en Médie, donc c'est-à-dire en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie. Hein, donc là, il y avait un peuple qui s'appelait les Mèdes. Alors c'est là qu'on a trouvé les premières monnaies frappées, qui sont des monnaies en... Alors j'ai oublié le terme exact, mais c'est un alliage d'or et d'argent. Vous trouverez ça sur Wikipédia, sans aucun problème. Et cette monnaie, elle a la particularité d'être frappée par l'État, c'est-à-dire qu'elle est issue par un pouvoir politique qui légitimise cette monnaie. Et en fait, très vite, ce qui va se passer, c'est qu'on va obliger les individus à utiliser cette monnaie pour payer l'impôt. Et en fait, la monnaie va acquérir un rôle commercial dans la sphère privée, parce que en fait, elle sera demandée par les États en paiement de l'impôt, ce qui veut dire que chacun qui doit payer l'impôt doit trouver de la monnaie. Et donc là, on se met en œuvre un cycle dans lequel, vous voyez bien, on n'a pas une monnaie qui est issue des problèmes du commerce et des agents privés, c'est une monnaie qui est issue de l'État pour sa propre fiscalité, et qui va du coup acquérir une valeur parce que justement elle est demandée pour payer l'impôt, et donc il faut aux individus de la monnaie, donc ils vont tous en quelque sorte échanger pour acquérir de la monnaie. Le fait qu'elle soit frappée permet aussi bien sûr de garantir la valeur et l'authenticité, mais surtout ça permet de dire que c'est cette monnaie-là qu'il faut utiliser pour l'impôt. C'est-à-dire que l'État ne va pas demander de l'argent ou de l'or ou du bronze en termes d'impôt. Il ne va pas demander des grammes d'or ou d'argent ou de bronze en termes d'impôt. Il va demander la monnaie qu'il a lui-même frappée. Ce qui permet de contrôler en fait son système économique. Dès que cette monnaie existe et est utilisée dans les échanges, alors là, on peut comparer facilement une transaction à une autre. Vous avez acheté une chèvre pour 3 pièces d'argent, une drachme d'argent par exemple. Votre voisin, il a acheté une chèvre pour 2 drachmes d'argent et 2 drachmes d'argent, alors vous savez que vous êtes fait arnaquer. C'est-à-dire vous pouvez complètement comparer votre transaction avec la transaction de votre voisin, puisque vous avez utilisé exactement la même monnaie, donc la même unité de compte pour payer. Il n'y a pas eu ici de transfert de monnaie à bien, il n'y a pas eu de double conversion. Ce qui fait que quand vous avez un marchand qui vient vous voir en vendant des chèvres, vous lui dites, mais attendez, vous avez vendu une chèvre de drachmes d'argent à mon voisin, il n'est pas question qu'à moi vous vendiez autrement que 2 drachmes d'argent.
Ce qui veut dire que dès qu'on a une transaction qui se fait réellement en monnaie, en pièces de monnaie, bien identifiable, alors il n'est plus possible de tricher. Et donc on va voir apparaître quelque chose qui est la caractéristique fondamentale du marché, c'est les prix. C'est-à-dire que les prix deviennent des prix objectifs. Alors bien sûr, ça n'enlève pas une capacité subjective, c'est-à-dire que même dans ce cadre-là, il y a forcément toujours des marchandages. Mais les marchandages se font par comparaison avec le prix d'à côté. Et le prix d'à côté, il est visible parce qu'on a vraiment payé dans la même unité monétaire. On n'a pas payé en nature comme dans l'exemple de tout à l'heure. Et donc, l'échange, c'est ça que je vais essayer d'expliquer, il n'est plus dans ce cadre-là, quand la monnaie apparaît, quand la monnaie est utilisée comme instrument d'échange, eh bien, l'échange n'est plus interindividuel, il n'est plus le produit d'une relation entre personnes autonomes et indépendantes, et qui veulent nouer des relations sociales. Les prix deviennent objectifs. Ils deviennent créés par la société dans son ensemble, par le marché. Donc l'échange devient social. Alors je répète, parce que je sais que vous êtes en train de noter et que je vais un peu vite. Ce que je veux dire par là, c'est que les caractéristiques des personnes, leur volonté de tisser des liens, ou pas, entre eux, finit par s'effacer devant le fait qu'une transaction a été nouée à un certain prix hier entre deux autres personnes, alors moi, je ne vais pas pouvoir nouer une transaction à un prix très différent. Bien sûr, je peux toujours marchander, mais ma capacité de marchandage va être beaucoup plus limitée. Je vous prends un autre exemple. Vous voulez vendre votre voiture ou votre ordinateur, votre smartphone. Tenez, votre smartphone, c'est des trucs que vous avez sans doute déjà fait sur le bon coin. Quelle est la valeur de votre smartphone? C'est évidemment ça la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, combien je vais pouvoir vendre mon smartphone? C'est un Galaxy S8. Bon, il est un peu vieux. Je l'ai acheté 700 €, mais bon, c'était il y a quelques années. Combien il vaut aujourd'hui? Est-ce qu'il vaut 200 €, 150 €, 300 €, 50 €? Évidemment, ça dépend de l'état qu'il a. Mais s'il est en bon état, comment vous pouvez savoir quel prix vous pouvez vous vendre? Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous allez sur le bon coin et vous regardez à combien les smartphones du modèle que vous avez se vendent. Et éventuellement, si vous voulez le vendre vite, vous regarderez le prix moyen et vous baisserez un peu. Comme ça, vous vendrez plus vite. Ce qui fait que vous connaissez la valeur des choses, c'est que vous allez voir les transactions se faire à côté. C'est-à-dire que, en fait, personne ne sait combien vaut aujourd'hui une voiture d'occasion. Bien sûr, il y a la cote Argus, mais Argus, comment il fait pour savoir quel est le prix des voitures? Eh bien, il regarde les transactions. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système autoréférentiel. C'est les échanges qui ont eu lieu à côté, hier, dans le passé, qui déterminent la valeur des biens d'aujourd'hui. Et donc, vous voulez savoir combien vous voulez vendre votre smartphone. En fait, comme vous n'en avez aucune idée, ce qui est quand même assez intéressant, vous n'avez pas d'idée de combien vous pouvez récupérer, ou une vague idée, vous allez sur le bon coin pour voir combien vous pouvez le vendre. Et ça veut dire qu'en fait, la vente n'est plus un acte interindividuel. C'est plus vous et le vendeur qui décidez tous les deux. C'est le marché qui décide. C'est le marché, je veux dire par là, les transactions qui ont eu lieu auparavant, dans des circonstances similaires, avec des objets similaires, qui vous permettent de décider à peu près, ou de vous mettre d'accord globalement sur le prix que vous allez acheter ou vendre votre produit. Et d'ailleurs, c'est tellement incroyable que quand vous vous dites « j'ai fait une bonne affaire », vous n'évaluez pas le prix par rapport à une idée que vous auriez vous-même du prix, mais par rapport à l'idée que vous faites du prix réel. C'est-à-dire que si vous avez acheté votre smartphone 120 € et que vous avez dans votre tête l'idée que ce smartphone valait plutôt 140, eh bien vous êtes super content parce que vous avez fait 20 € de profit. Mais qu'est-ce qui fait que vous saviez que ce smartphone valait 140 €? Vous avez regardé combien il se vendait ailleurs. Et donc vous dites « Ah, super, il se vend 140, moi j'achète 120 » et vous êtes content. Inversement, vous auriez pu être très mécontent si vous avez vu que d'autres gens vendent ce smartphone à 100 € et que vous l'avez acheté 120 €. Et vous voyez bien que le problème de qu'est-ce que c'est le bon prix ou le mauvais prix, en fait, finalement, c'est pas pour vous personnellement. Après tout, ce smartphone, si vous ne l'utilisez pas, vous pourriez bien le vendre 20 €, ça sera toujours 20 € de plus. Mais si vous dites, je ne vais pas quand même vendre ce smartphone à 20 € alors qu'à côté, il le vend à 120,
vous comprenez bien que c'est par rapport finalement pas à vos besoins personnels que vous déterminez le prix et si vous avez fait une bonne affaire ou non, mais par rapport à la représentation que vous avez du vrai prix. Et cette représentation que vous avez du vrai prix, eh bien, où est-ce que vous la trouvez? Vous la trouvez en regardant les transactions à côté. Donc c'est ça en fait le marché. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez du premier semestre, c'est exactement ce que je disais dans le cours d'introduction à l'analyse économique. Le marché, il sert à déterminer les prix. Il sert à éviter l'indétermination de l'échange. On ne sait jamais à quel prix on va acheter ou vendre quelque chose si on n'a pas été capable de regarder autour de soi les transactions qui ont eu lieu. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est comme on a le Bon Coin et on a d'autres sites qui permettent de mesurer les prix, on peut avoir une idée du prix. Mais pensez qu'à l'époque, finalement, comment on fait pour savoir un prix? On interroge les gens, on regarde, et du coup, on a un lieu qui est le marché, physiquement, où on regarde à combien les prix s'échangent, et on va essayer de s'appuyer là-dessus pour désigner soi-même son propre prix. Pensez aussi que sur les marchés de l'époque, il n'y a pas de prix affiché. Parce que, justement, les marchands n'ont pas du tout intérêt à afficher un prix. Ils ont intérêt à faire payer le maximum aux gens qui viennent. Donc eux-mêmes, ils vont chercher à tricher avec le prix. Mais si les gens savent ça, ils vont regarder, ils vont observer, ils vont écouter. Tiens, combien ça a été vendu? D'accord, dans ce cas, si ça a été vendu 120 €, je ne vais pas l'acheter 140. Alors que ils auraient tout à fait pu payer 140, et peut-être qu'ils auraient été très contents de payer 140. Vous voyez. Bref, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la monnaie change le rapport d'échange. On n'est plus sur un rapport purement interindividuel. On est sur un rapport marchand, donc social. Et donc ça veut dire qu'on a des référentiels communs, on a des étalons communs, on sait ce que vaut les choses. Et on est capable de mesurer les choses très facilement maintenant, parce qu'on a une monnaie qui mesure la valeur. Et comme elle mesure la valeur, elle crée une forme de cohésion entre les gens. Les gens comprennent ce dont ils parlent. Ils sont capables de quantifier, déterminer la valeur des choses. Et donc la transaction devient une transaction sociale. Et même cette transaction, elle est aussi le produit de l'État, puisque l'État, c'est lui qui a émis la monnaie, et qui d'ailleurs peut obliger ses citoyens à utiliser cette monnaie pour les transactions. Alors ça aussi, c'est un autre effet de la cohérence sociale. Alors Jeanne-Marie Viel, dans son livre, elle dit que la monnaie grecque, en fait, a été inventée uniquement dans le cadre des relations marchandes des Grecs entre eux, c'est-à-dire non pas pour l'étranger, mais pour les Grecs, en disant, ces sociétés démocratiques égalitaires, souvenez-vous de la première partie du cours, les Grecs, c'est des agriculteurs, eh bien en fait, ils ont une monnaie quelque part pour renforcer les liens entre eux. Parce que comme ils sont égaux, ils se disent, on doit tous avoir les mêmes prix. Et donc, du coup, une monnaie permet de renforcer l'idée qu'on va tous payer les mêmes choses, à peu près les mêmes choses, vis-à-vis des autres marchands. Mais cette monnaie, elle s'impose aussi dans la cité grecque, parce que c'est avec ça qu'on paye l'impôt, et c'est cette cité qui détermine la valeur de la monnaie, qui frappe la monnaie, et qui l'impose comme outil d'échange. Et encore aujourd'hui, vous avez la notion de cours légal. Dire une monnaie à un cours légal veut dire que vous ne pouvez pas payer en autre monnaie, et vous ne pouvez pas refuser la monnaie qui a cours légal. Alors, c'est très important d'ailleurs. C'est l'un des problèmes, je fais une petite parenthèse, puisqu'on parle beaucoup du Bitcoin récemment, parce que depuis qu'Elon Musk a dit qu'on pouvait acheter des Tesla avec des Bitcoins, et qu'il a également, Elon Musk, investi des milliards de dollars pour acheter des Bitcoins, les gens se disent tiens, les monnaies, les crypto-monnaies, c'est l'avenir de la monnaie. Mais les crypto-monnaies, elles ont deux problèmes. Le premier, c'est la garantie de l'État qui n'existe pas. Ce n'est pas des monnaies étatiques, c'est des monnaies qui émergent d'individus, qui d'ailleurs ont sans doute gagné beaucoup d'argent en faisant ça, mais passons. Et d'autre part, c'est pas avec ces monnaies qu'on peut payer l'impôt, et non pas à cours légal. Donc on ne peut pas les utiliser directement, on peut les utiliser que si en face la personne veut bien qu'on les utilise. Et le souci, c'est que au bout d'un moment, il faut bien qu'on paye l'impôt. Au bout d'un moment, il faut bien qu'on paye une baguette de pain, par exemple, quand on veut manger du pain. Et tout ça ne peut pas se faire avec du bitcoin, puisque en fait, le boulanger refusera vos bitcoins, a priori. Et on peut même interdire l'usage de cette monnaie pour tout un ensemble de transactions. De la même façon qu'on interdit le paiement en liquide pour des grosses transactions en France, pour lutter contre la corruption et pour les trafics, et contre les trafics.
eh bien, on oblige les gens à payer par chèque ou par carte bancaire. Ce qui permet évidemment d'avoir une trace des transactions et donc de savoir combien les gens ils ont comme revenus. Voilà, donc tout ça pour vous dire que une monnaie, la monnaie telle qu'elle est construite, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'est pas le produit de la société indépendante, elle est vraiment le produit de l'État, et elle crée une forme de cohésion économique et sociale, parce que la monnaie c'est social, c'est un attribut de la société, c'est une institution, et elle permet quelque chose d'extrêmement important, c'est de comparer les prix et donc de faire que les marchés déterminent les prix. Voilà, s'il n'y a pas de marché tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'il n'y a pas de monnaie. Alors au départ, la monnaie grecque, je l'ai dit, elle est utilisée dans les transactions domestiques, donc entre les Grecs. Elle sera utilisée bien plus tard dans le commerce extérieur. Et en fait, elle va être utilisée dans le commerce extérieur à partir du moment où les Grecs, notamment les Athéniens, vont commencer à coloniser le monde méditerranéen. Hein, ils vont s'étendre. Hein, c'est eux qui ont fondé Marseille, par exemple. Et plus ils vont s'étendre, plus ils vont avoir... ils vont s'étendre militairement, d'ailleurs. Hein, plus ils vont avoir de colonies, et plus ils vont imposer l'usage de leur propre monnaie aux colonies. Et donc, la monnaie grecque va commencer à devenir la monnaie d'échange du bassin méditerranéen au fur et à mesure que les Grecs vont étendre leur influence et leur domination militaire et économique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette monnaie athénienne, notamment, hein, la tétradrachme d'argent, va servir à Athènes, en fait, à organiser des relations commerciales inégales avec les colonies. Et là, on va voir se développer une forme d'un premier impérialisme dont la monnaie va être un outil extrêmement utile. Alors, l'impérialisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un rapport de domination entre une métropole, un centre, et des colonies, des périphéries. Donc, on parle souvent de l'opposition centre-périphérie. Le centre domine et la périphérie est dominée. Ici, vous avez donc des Athéniens qui sont les dominants. Et puis vous avez des colonies grecques qui sont dans le bassin méditerranéen, qui sont parfois dans des pays qui ne parlent pas grec, mais qui sont dominés par la Grèce. Et donc, comment fonctionnent les rapports de domination à l'époque ? Eh bien, en fait, chaque année, les colonies doivent payer un tribut à la métropole ou à la société dominante. Alors, ce tribut, il sert à quoi ? Déjà, il sert à nourrir l'armée et à asseoir la puissance politique militaire de la puissance dominante. Et il sert aussi à exprimer une relation de féodalité, donc de rapport inégal, de confiance, d'un échange entre moi je paye un tribut et puis vous me protégez contre les invasions des autres. C'est ça aussi le rapport colonie-métropole ou le rapport dominant-dominé. Et la plupart des sociétés à l'époque utilisaient des tribus en nature, c'est-à-dire qu'on payait en blé, en bœuf, en viande, éventuellement en produits manufacturés, la puissance dominante chaque année. Mais en fait, à partir du moment où les Grecs ont inventé l'argent, eh bien, ils ont commencé à demander le tribut, à inventer la monnaie, ils ont utilisé leur propre monnaie, tétradrachme d'argent, eh bien, ils ont commencé à demander le tribut, non plus en marchandises utiles, mais en monnaie. Alors, ça engendre quelque chose d'assez spécifique. Imaginez que vous êtes... Alors, je vais pas le faire sur l'écran, là, parce que c'est un peu compliqué. Je vous demande de 2 minutes d'attention et une réflexion visuelle. Imaginez que vous êtes Athènes, vous êtes des Athéniens, vous êtes donc la cité grecque qui domine le monde grec, et vous avez des colonies dans le bassin méditerranéen, en Libye, en Crète, en Égypte, etc. Et ces colonies, eh bien, chaque année, il faut qu'elles vous versent un tribut, non pas maintenant en nature, mais en tétradrachme d'argent. Pour ces colonies, le problème va vite être de savoir comment je récupère des tétradrachmes d'argent. Comment je récupère la monnaie grecque. La monnaie grecque étant frappée par Athènes, vous ne pouvez récupérer cette monnaie grecque que en commerçant avec Athènes.
Donc il faut que vous soyez capable de vendre des choses à Athènes contre de la monnaie. Mais en vendant les choses à Athènes, vous récupérez la monnaie, et ensuite vous rendez le tribut en monnaie. Donc quelque part, c'est comme si vous aviez, et mettons, vous voulez vendre du blé à Athènes, vous vendez du blé à Athènes, vous récupérez la monnaie, et ensuite, vous rendez la monnaie, et donc vous devez à nouveau revendre du blé à Athènes. Vous voyez bien ici que la circulation monétaire se fait dans un sens et dans l'autre, sous forme de tribut d'un côté et sous forme de paiement de l'autre. Mais en réalité, si on enlève la monnaie, qu'est-ce qu'on a comme transaction? On a du blé qui va de la colonie vers Athènes. Donc en fait, le fait de demander le paiement du tribut en monnaie, a priori, ne change pas vraiment la nature du tribut. C'est-à-dire que le tribut finit toujours par être un transfert de marchandises, de richesses de la colonie vers Athènes. En revanche, il y a une chose que ça change, le fait de passer en monnaie. Qu'est-ce qui change? Eh bien, c'est que maintenant, vous ne pouvez pas commercer avec n'importe qui, n'importe comment. C'est-à-dire qu'auparavant, la colonie devait verser, par exemple, du blé à Athènes. Bon, elle versait du blé à Athènes, voilà, régulièrement, des quantités toujours similaires. Maintenant, il va falloir d'abord qu'elle se procure de la monnaie. Donc, il va falloir qu'elle commerce, entre guillemets, librement, mais en réalité pas librement, avec Athènes, de manière à récupérer la monnaie athénienne. Et donc, ça veut dire que ces flux commerciaux seront tournés vers Athènes et non pas vers ses voisins. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de commercer avec son voisin, ça lui sert absolument à rien de commercer avec son voisin, et vous pouvez qu'elle commerce avec Athènes parce que si son voisin n'a pas de monnaie grecque, ça ne lui sert à rien. Et en fait, toutes les colonies vont fonctionner pareil, ce qui veut dire que vous avez en fait des échanges commerciaux qui se structureront autour de ce centre et de cette périphérie, c'est-à-dire que les colonies du monde méditerranéen vont toujours privilégier le commerce avec Athènes au détriment du commerce avec les autres colonies. Ce qui veut dire que Athènes sera en position de force pour négocier. C'est-à-dire que concrètement, Athènes pourra non seulement bénéficier de blé de la part de la colonie, mais pourra aussi imposer un prix faible du blé. C'est-à-dire qu'elle va acheter le blé, mais elle va l'acheter faiblement. Au lieu que le tribut soit demandé en nature, ce qui veut dire qu'il serait toujours égal, maintenant le tribut est demandé en monnaie, ce qui veut dire que ça va dépendre du taux de conversion du blé en monnaie. Et si Athènes a besoin de blé, et que toutes ces colonies sont prêtes à lui en offrir, eh bien Athènes pourra dire « Ah ben tiens, ton blé il est trop cher, je vais acheter le blé de ton voisin ». Et donc, qu'est-ce qu'on arrive? On arrive à une dépendance économique profonde des colonies vis-à-vis d'Athènes, qui n'est pas simplement une dépendance liée au fait qu'elles doivent payer un tribut, mais qu'elles ne maîtrisent pas le prix de ce tribut, et qu'elles sont en concurrence avec les autres colonies. C'est ça l'impérialisme. L'impérialisme, c'est plus que l'idée que je demande un tribut à ma colonie, et puis voilà, puis après on est content, puis je la protège. Non, là on a l'organisation par la monnaie athénienne d'un système de domination global et complet entre Athènes et ses colonies. Aujourd'hui, on peut tout à fait penser la même chose des États-Unis. On parle parfois de privilège du dollar. On dit le dollar a un privilège, c'est-à-dire que tous les pays vont avoir besoin de dollars pour nouer leurs transactions. Non seulement avec les États-Unis, mais aussi entre eux. Regardez en quelle monnaie l'Europe achète le pétrole. En dollars. Ça veut dire que l'Europe, les Européens, ont besoin de dollars pour faire des transactions. À tel point que le dollar est tellement important dans les échanges internationaux qu'on a des banques françaises, notamment, je crois, la Société Générale, ou la BNP, je ne sais plus, qui a été condamnée parce qu'elle a fait du commerce avec l'Iran. Alors vous allez me dire, mais les États-Unis, de quoi ils se mêlent? Pourquoi est-ce qu'ils condamnent une banque française pour avoir fait du commerce avec l'Iran? Mais parce qu'elle a utilisé le dollar. Parce que le commerce était en dollars. Et donc ils disent, vous avez utilisé ma monnaie pour une transaction avec l'Iran que j'interdis, donc je suis co-responsable, et donc vous n'avez pas le droit d'utiliser ma monnaie pour commercer avec l'Iran, donc je vous condamne à une amende. Et ça, c'est typiquement un privilège de monnaie. C'est-à-dire que quand vous réussissez à imposer votre monnaie dans les relations des autres, dans les relations économiques, eh bien vous êtes dans une situation de domination. Cette domination économique, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme. Alors bien sûr, les pays du monde ne payent pas un tribut tous avec les États-Unis. Donc on a un système qui n'est pas exactement le même que celui des colonies grecques. On n'a pas un impérialisme aussi puissant, aussi formalisé, mais c'est aussi quand même une forme d'impérialisme. Et cela explique
quelque chose qu'on constate depuis les années 80, 70 même, depuis très longtemps aux États-Unis, c'est que les États-Unis sont en déficit commercial. Beaucoup disent les États-Unis sont en déficit commercial, c'est terrible, ça veut dire que leur industrie ne va pas et que les États-Unis sont en déclin. Mais ça fait 50 ans qu'ils ont un déficit commercial. En réalité, ce déficit commercial, il peut être interprété d'une toute autre façon. Si les États-Unis sont en déficit commercial, c'est parce que finalement l'ensemble du monde lui verse un tribut. Exactement comme Athènes était en déficit commercial vis-à-vis du monde méditerranéen. Sauf que cette fois-ci, le tribut, il n'est pas le produit, j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas le produit d'une demande de paiement direct de tribut, mais il est le produit du privilège monétaire du dollar. Comme tout le monde veut du dollar, tout le monde va chercher à vendre des choses aux États-Unis pour récupérer des dollars, pour faire des transactions entre eux. Et donc, les États-Unis, ils ont une capacité de choisir comme ils veulent à qui ils vont acheter, et c'est l'instrument de leur puissance. Tant que le dollar est utilisé dans les transactions internationales, je vous le garantis, les États-Unis seront en déficit commercial. Et ça voudrait dire concrètement une chose, c'est que l'ensemble du monde travaille pour les États-Unis. C'est là qu'on a une véritable domination. Quand vous avez des ouvriers chinois qui produisent des biens qui vont non pas rester en Chine mais aller aux États-Unis, ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que les États-Unis, ils profitent du travail gratuit des Chinois. Le déficit commercial américain n'est pas l'illustration de son déclin, mais l'illustration de sa puissance, de sa capacité à faire travailler gratuitement les autres. Ça ne durera peut-être pas éternellement, ça finira forcément par s'arrêter au bout d'un moment. Et peut-être qu'au bout d'un moment, le déficit commercial sera autre chose qu'un instrument de puissance, mais plutôt un instrument de déclin. Enfin, ou en tout cas, une conséquence du déclin. Mais en attendant, il n'est pas du tout sûr de dire regardez, les États-Unis sont en déficit commercial, regardez comme ils vont mal. C'est pas exactement ça qui se passe en réalité. Alors je continue et voilà, je voulais vous montrer. Alors, je peux pas le faire comme ça. Attendez. Je voulais montrer de quoi on parle. Alors, hop. Voilà, les tétradrachmes d'argent. Alors déjà, bon ça, je suis allé dans un musée, évidemment. Le musée de Crète. Crète, la Crète, c'est la civilisation myonienne, la civilisation du roi Minos. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a des tablettes d'argile qui expriment les possessions. Donc c'est dans les palais, dans les palais de l'époque. Donc on est à l'âge du bronze, on est avant la société grecque. Eh bien, on comptabilisait ce qu'on avait. Donc là, c'est marqué, voilà, les nombres de moutons, de chèvres, etc. qu'on possédait. Donc ça servait vraiment à regarder ce que, comptabiliser les possessions des gens. Donc ça, c'est après. Ça, c'est des monnaies, des tétradrachmes d'argent. Attendez, je vais supprimer ça. Non, pas ça. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les tétradrachmes d'argent. Donc, c'est des pièces en argent. Et vous voyez, le symbole de la Grèce, encore aujourd'hui, le hibou, qui est le symbole de la Grèce. Voilà. Donc, c'est... j'ai pris ça avec mon appareil photo quand j'étais... Voilà. Et donc, là encore, les monnaies athéniennes, avec toujours... donc, on en trouve pas mal, parce que ça faisait partie, justement, des colonies. La Grèce faisait partie des colonies de la Grèce. Voilà. Donc, vous voyez ici les pièces, donc on a recto verso, voilà des pièces, il y en a pas mal. Donc tout ça c'est au musée de la civilisation myonienne. Alors myonienne, je ne sais plus comment ça se dit, c'est la civilisation du Minotaure, puisque la légende grecque c'est que le Minotaure venait de Crète. Attendez, hop. Voilà. Donc peu importe, je voulais que vous puissiez voir ces pièces de monnaie comme moi-même je les ai vues. C'est quand même assez impressionnant, ça a plus de 2000 ans et elles sont magnifiques. Les pièces en argent sont extrêmement lumineuses. L'argent, c'est un métal qui ne se dégrade pas trop, qui s'oxyde un peu, donc il devient un peu noir, mais sinon qui garde toujours. Si on le protège de la lumière, il est toujours très très beau. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que fait la monnaie? Donc, au-delà du fait que c'est un instrument de domination économique de la Grèce vis-à-vis de ses colonies,
au sein même de la société, mais comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas neutre dans l'échange, elle transforme l'échange, elle le socialise, mais elle a aussi une autre conséquence, qui est qu'elle permet de dissocier l'acte d'achat de l'acte de vente. Alors tout à l'heure, souvenez-vous, quand on parlait de l'égyptienne, la dame égyptienne qui achète un esclave, une esclave syrienne, je crois que c'est une, je ne sais plus c'est un ou une, peu importe, elle paye pas en monnaie, elle paye en bien, en nature, et donc en fait, en même temps qu'il y a un achat, il y a une vente. C'est-à-dire qu'elle vend quelque part ses pots de miel, enfin les emprunte mais elle les vend, et elle achète un esclave, donc on a les deux choses qui apparaissent en même temps. Lorsqu'on utilise la monnaie, cette fois-ci, non pas uniquement pour comptabiliser les transactions, mais pour échanger directement, alors on va avoir un temps où on achète pour accumuler de la monnaie, un temps où on vend, pour accumuler de la monnaie, et puis un temps où on achète on utilise la monnaie. Donc il y a une chose qui se passe ici, c'est que avec la monnaie, on va accumuler du pouvoir d'achat. Et on va ainsi gagner en potentialité d'achat après. Or, ce que nous dit Jeanne-Marie Viel, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'achat et la vente ne sont pas des relations symétriques. Lorsqu'on achète, on possède donc de la monnaie qu'on va utiliser pour la transaction, et la monnaie a une caractéristique fondamentale, c'est qu'elle est universellement acceptée. Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'elle est universellement acceptée? Ça veut dire qu'elle est liquide. Elle a une liquidité infinie. D'ailleurs, la monnaie, c'est la liquidité en économie. Ça aussi, c'est un concept qu'on a vu en IAE. Pourquoi c'est la liquidité? Parce qu'elle est facilement échangeable. Pourquoi elle est facilement échangeable? On l'a dit tout à l'heure, parce qu'elle a un cours légal. Comme elle a un cours légal, on ne peut pas la refuser comme instrument d'achat. Ça veut dire que quand vous possédez de la monnaie, vous pouvez nouer des transactions avec qui vous voulez. Personne ne pourra vous refuser la transaction. Ça vous donne un pouvoir extrêmement fort sur l'autre. Vous avez dans votre poche 100 euros, vous pouvez décider d'utiliser 100 euros pour tout ce que vous voulez. Et tout le monde sera obligé de vous vendre ce qu'il a dit qu'il vendrait si vous avez 100 euros. A l'inverse, quand vous êtes vendeur, vous possédez un bien que vous voulez transformer en monnaie. Et là, la relation, elle n'est pas du tout la même. Puisque votre bien, il n'est pas liquide. Il est que imparfaitement liquide. Il se trouve qu'on peut le refuser en échange de la monnaie. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous acheter quelque chose. Alors que quand vous êtes acheteur, vous pouvez obliger quelqu'un à vous vendre. Vous pouvez pas c'est un refus de vente, c'est interdit par la loi. Donc, votre bien, par exemple votre smartphone que vous voulez vendre, eh bien, vous ne savez pas à combien vous allez pouvoir le vendre, parce qu'il faut trouver un acheteur, et puis surtout, jamais forcer l'acheteur de l'acheter, et vous êtes en concurrence avec tous les autres vendeurs. Donc, vous êtes en situation vulnérable, ce qui signifie en fait que lorsqu'on dissocie l'acte d'achat et de vente, ce que permet la monnaie, parce que la monnaie c'est un intermédiaire entre l'achat et la vente, enfin entre la vente et l'achat précisément, donc vous vendez pour vous récupérer de la monnaie, vous achetez. L'opération difficile, c'est l'opération de vente, l'opération de transformation de votre produit en monnaie. Si on passe un échange qui est fondé sur un échange non pas de troc, j'aime pas trop, parce que c'est pas exactement ça, mais un échange en nature à un échange marchand, monétarisé, alors vous passez d'une relation où les deux sont à égalité, parce que les deux cherchent à la fois à vendre et à acheter, à une relation où le vendeur sera en position vulnérable et l'acheteur sera toujours en position de force. Et donc Jeanne-Marie Viel nous dit dans ce livre, lorsqu'on a fait apparaître la monnaie, alors on passe d'une relation mutuelle directe, chacun est à la fois vendeur et acheteur, à une cascade de relations non réciproques, nettement polarisées en rapport de pouvoir. Cascade de relations non réciproques, parce que celui qui arrive à vendre va être en position de force, parce qu'il va accumuler de la monnaie, et celui qui doit acheter, mais qui est dépourvu de monnaie, il ne peut rien faire. Donc, il a besoin de vendre a priori. Et donc, le problème, c'est que la vente étant quelque chose de difficile, si vous n'avez pas réussi à accumuler de la monnaie, eh bien, vous perdez un instrument de pouvoir économique.
le pouvoir, il est du côté de ceux qui ont accumulé de la monnaie. Parce que comme ils ont accumulé de la monnaie, comme ils ont beaucoup vendu en quelque sorte, eh bien ils ont accumulé de la monnaie, et cette monnaie leur donne un pouvoir d'action sur les autres. Alors que quand vous avez produit simplement des marchandises, tant que vous n'avez pas réussi à les vendre, en fait vous n'avez quasiment aucun pouvoir, vous êtes vulnérable, parce que vous ne pouvez contracter, échanger qu'avec des gens qui sont d'accord. En outre, la monnaie a une autre caractéristique. Donc, premièrement, je l'ai dit, elle dissocie l'acte d'achat et de vente. Donc, elle crée des inégalités entre les gens. Les vendeurs sont en situation de faiblesse, les acheteurs en situation de force. Mais également, la monnaie permet aussi autre chose, elle permet la thésaurisation. Alors, la thésaurisation, c'est l'accumulation d'une épargne en monnaie. En monnaie. Parce que l'épargne, elle peut se faire en différentes manières. On peut épargner en logement, souvenez-vous, il y a ce concept-là dans la comptabilité nationale, on peut épargner en investissant, etc. Non, là on parle de thésaurisation, de la capacité de garder en liquide, en argent liquide, une partie de son patrimoine. Plus on thésaurise, plus on va se retrouver dans une situation où plus de gens ont vendu que de gens ont acheté. Là aussi, je vous demande de faire un petit effort de réflexion. Vous voulez accumuler du pouvoir économique. Il vous faut accumuler de la monnaie. Si vous voulez accumuler de la monnaie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vendre davantage qu'on achète. C'est-à-dire que si vous vendez pour 1000 et que vous achetez pour 1000, vous n'avez accumulé aucune monnaie. Si vous vendez pour 1000 et que vous avez acheté pour 500, alors mécaniquement, vous avez accumulé 500 de monnaie. Si vous voulez donc accumuler du pouvoir économique, eh bien, il faut être capable de vendre plus que vous n'achetez. Ça, c'est vrai à l'échelle individuelle. Mais à l'échelle collective, ça n'a aucun sens. Tous les achats sont aussi des ventes, et toutes les ventes sont des achats. Vous ne pouvez vendre que si vous avez un acheteur en face. Ce qui signifie une chose, qui apparaît un peu ici paradoxale, mais qu'il faut bien comprendre les implications. Si des gens ont de l'épargne d'un côté, c'est-à-dire, ça veut dire qu'ils ont plus vendu qu'acheté, ça veut dire qu'il existe d'autres gens qui, eux, ont plus acheté que vendu. Puisqu'au final, on a toujours autant d'achats et de ventes. On ne peut pas dissocier l'acte d'achat et de la vente. Alors, concrètement, si moi je vous vends ce smartphone, j'ai vendu, mais vous avez acheté. Il y a toujours autant d'achats que de ventes. Si certaines personnes arrivent à accumuler de la monnaie, ça veut dire qu'elles ont vendu plus qu'elles n'ont acheté. Ça veut donc dire implicitement que d'autres ont acheté plus qu'ils n'ont vendu. Ça va ? Vous êtes d'accord ? Notez le raisonnement. Notez pas bêtement. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a acheté plus qu'il n'a vendu ? Ça veut dire qu'il est endetté. L'épargne d'un côté implique de la dette de l'autre. Donc, thésauriser pour les uns, endetté pour les autres. Et c'est pas très bien la dette, parce que ça veut dire qu'on est dépendant de l'autre, on est dépendant d'un créancier. Donc on va chercher tous à retrouver une situation plus saine. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher à vendre et à moins acheter. Et vous voyez bien que vous êtes dans une situation avec la monnaie où tout le monde va chercher soit à épargner, soit à se désendetter. Et dans les deux cas, il va chercher à vendre plus qu'il n'achète. Or, c'est pas possible. Donc ça veut dire que la thésaurisation, le mécanisme même de thésaurisation, va entraîner une crise de débouché, c'est-à-dire une difficulté à vendre. Elle va renforcer la difficulté à vendre, parce qu'on va se retrouver dans un système où tout le monde voudra vendre et personne ne voudra acheter globalement. Même si de fait, c'est pas possible. Donc du coup, la monnaie va être recherchée pour elle-même. La monnaie va être recherchée pour accumuler du pouvoir. Cela n'est possible que si on arrive à vendre, et cela n'est possible que si d'autres achètent. Et donc chacun va être en concurrence pour vendre. Cette crise débouchée, qui est niée par Jean-Baptiste C., mais qui est au cœur des crises économiques selon Karl Marx, et d'autres d'ailleurs, puisque Malthus est un peu d'accord avec ça aussi, et Keynes également, c'est que, en fait, la crise débouchée, elle apparaît à cause de la monnaie, de la monétarisation. C'est-à-dire que c'est l'existence d'une capacité d'accumuler de l'épargne, qui est la conséquence même de la monnaie, qui va, en fait, créer des tensions très fortes. Et là aussi, je vous renvoie aussi au cours de monnaie, que nous avons vu en IAE. Quand je vous ai dit la monnaie, c'est la dette,
c'est aussi pour cette raison. C'est-à-dire que si vous accumulez de la monnaie, quelqu'un forcément est endetté de l'autre côté. Alors, là on parle d'usage de la monnaie, mais il faut bien comprendre... attendez, avant de revoir, je vais voir où vous en êtes, si vous êtes encore là. Oui, 48, vous n'êtes pas très nombreux quand même. Hein. Donc, c'est pas grave. Je sais que vous regardez après en différé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, parce que tant que vous êtes là, 48 à écouter, autant qu'on puisse avoir un petit échange. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué pour moi de faire court sans vous voir. Bon, bref, je reprends mon cours. Si vous avez une société qui utilise de la monnaie, cela ne veut pas dire que l'ensemble des transactions économiques se passent uniquement par la monnaie. En fait, il faut ici distinguer deux choses. La monnaie d'une part, l'usage, son usage, et le fait que toute la société ou toute l'économie d'une société soit organisée autour de la monnaie. Ça veut dire que la société serait totalement monétarisée. Or, une société totalement monétarisée, c'est très peu arrivé dans l'histoire. Alors aujourd'hui, on est dans une société totalement monétarisée. Il est impossible de nouer la moindre transaction économique sans utiliser la monnaie. Mais même chez les Grecs, au Moyen-Âge, et jusqu'à la Révolution industrielle, une grande partie des transactions se faisaient en dehors de la monnaie. Alors, la monnaie était utilisée comme unité de compte, mais elle n'était pas utilisée dans l'échange. Parce que simplement, les gens n'avaient pas accès à la monnaie. Il n'y avait pas de pièces de monnaie. Il n'y avait évidemment pas de monnaie électronique ou de compte bancaire. Pour pouvoir payer en monnaie, il fallait trouver des pièces de monnaie. Or, les pièces de monnaie, en fait, elles étaient très rares. Donc, dans la plupart des sociétés, il existait bien sûr des transactions monétaires. Il existait de la monnaie était en usage, on savait un peu ce que c'était la monnaie, ils pouvaient en utiliser. Mais en fait, une grande partie de la population n'avait pas accès à la monnaie et donc devait nouer des transactions économiques sans passer par la monnaie, ce qui était tout à fait possible. En fait, on passait par le crédit. Voilà, on se prêtait les uns aux autres, notamment entre des personnes qu'on connaissait, et on n'avait pas du coup besoin de monnaie pour cela. Bien sûr, on se prêtait en comptabilisant tout ce qu'on prêtait en monnaie, mais on le comptabilisait dans une monnaie qui était en fait abstraite. Voilà, on disait, voilà, je t'ai offert ce service, ce service, il vaut, je sais pas, 25 €, eh bien, la prochaine fois, tu me donneras pour 25 € de quelque chose, voilà, quand j'aurai besoin. Donc on a bien un montant, un prêt, une quantification monétaire, mais tout ça peut se faire sans que personne ait de l'argent sur lui. Il existe d'ailleurs, Graeber en parle, c'est très intéressant, la monnaie de Charlemagne, je ne sais plus comment elle s'appelait, elle a été utilisée jusqu'à la Renaissance en Europe, alors qu'en fait, l'Empire de Charlemagne, ça faisait très très longtemps qu'il avait disparu, mais même la monnaie de Charlemagne, en fait, avait été très très peu frappée, et les gens les utilisaient pendant tout le Moyen-Âge. On a utilisé la monnaie de Charlemagne comme unité de compte, alors même que cette monnaie n'existait pas. Et donc il est tout à fait possible d'avoir une monnaie comme ça virtuelle qui sert à mesurer la valeur, à mesurer les échanges, et pour cela est très intéressante, mais qui en fait pouvait ne pas être utilisée du tout dans la vie quotidienne, et même les gens n'avaient jamais vu cette monnaie, puisque en fait elle n'a quasiment jamais été frappée, l'Empire de Charlemagne, ayant pas duré très très longtemps. Autre exemple que donne David Graeber, il dit au XVIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, au Moyen-Âge, en Angleterre, il arrivait que les rois récupèrent toute la monnaie disponible dans l'économie, la fondent et la rebattent. Là aussi, c'était pour changer. Vous avez un nouveau roi, vous pouvez changer la tête du roi sur la monnaie. Il fallait récupérer toute la monnaie disponible dans l'économie et puis refondre cette monnaie et recréer de nouvelles pièces. Eh bien, pendant la période où il n'y avait plus de monnaie dans l'économie continuait de fonctionner. En fait, l'économie n'avait pas vraiment besoin de monnaie pour exister. La plupart des transactions économiques se faisaient en dehors de la monnaie, même si la monnaie était utilisée comme instrument de compte. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que je vais vous faire comprendre qu'à l'inverse, quand vous avez une société qui est entièrement monétarisée, c'est-à-dire dans laquelle toutes les transactions se font de manière privilégiée par la monnaie, le fait de ne plus avoir de monnaie est un grave préjudice. Alors, ces sociétés-là, c'est les sociétés modernes aujourd'hui, mais l'Empire romain a été une des premières sociétés, alors entièrement monétarisée, c'est sans doute exagéré, mais dans lesquelles, en tout cas au sein des villes, l'accès à la monnaie était absolument indispensable pour nouer la moindre transaction économique. Alors c'est intéressant de comprendre comment l'Empire romain fonctionnait. Concrètement, c'est un empire donc militaire,
expansionniste. Alors, je dis l'Empire romain, mais en fait, on peut parler de la société romaine, parce que avant l'Empire, il y avait la République, qui a été extrêmement puissante, la République romaine, qui a déjà commencé les grandes conquêtes du bassin méditerranéen et beaucoup plus. Et donc, cette société romaine est militariste, expansionniste, et si elle est expansionniste et qu'elle veut conquérir des pays, c'est aussi parce qu'elle a besoin de ravitailler Rome en nourriture. Rome, c'est la plus grande ville du monde à l'époque. 1 million d'habitants à Rome, au 1er siècle après Jésus-Christ. 1 million d'habitants, c'est juste énorme. Je veux dire, on n'a pas trouvé des villes aussi importantes avant la révolution industrielle. Donc on a ici une société urbaine très très dense. Le problème, c'est qu'à l'époque, l'agriculture n'est pas très efficace, que les systèmes commerciaux sont très coûteux, et des échanges sont très coûteux, donc il faut être capable d'amener la nourriture pour 1 million de personnes. Et donc pour ça, il faut qu'on conquiert un vaste territoire, et qu'on approvisionne donc Rome en blé, en utilisant l'Égypte, l'Espagne, la France, la Gaule à l'époque, bien sûr. Voilà, et donc on s'étende pour pouvoir ravitailler Rome en blé. Alors Rome, ça a été aussi une république et un empire stable, dont la stabilité est garantie par la monnaie et le droit. Alors, il faut ici comprendre que la propriété foncière, je l'ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, était extrêmement déséquilibrée. Il y avait des grands propriétaires fonciers qui possédaient des dizaines de milliers d'esclaves, des kilomètres carrés de terre. Enfin, c'était des choses qui étaient, je vous dis, l'Afrique du Nord était possédée par quelques propriétaires. Ces personnes qui étaient des patriciens extrêmement riches et influents pouvaient lever des armées et conquérir des territoires avec l'appui de la société romaine. Donc il y a une initiative privée, il y a une dimension privée. On n'est pas dans le Sumer où tout est organisé par l'État. Mais malgré cela, on ne peut pas dire que la société romaine soit une société marchande, dans le sens où le pouvoir politique et militaire de l'État est toujours dominant sur le pouvoir marchand. Par contre, c'est une société, je l'ai dit, qui est régulée par le droit. Le droit romain est très important, et il est très important commercialement parce qu'il permet de garantir le paiement des dettes et l'application des contrats. Alors c'est tellement important que si vous êtes endetté auprès de quelqu'un et que vous ne payez pas vos dettes, alors on peut vous mettre en esclavage. Tout se fait, c'est une société esclavagiste, et l'esclavage, il est toujours le produit d'un achat d'esclaves, ou si vous voulez sortir de l'esclavage, il faut que vous puissiez racheter votre liberté. À propos, les esclaves romains avaient la possibilité d'être propriétaires en partie de biens, c'est-à-dire qu'ils avaient des biens à eux, et donc ils pouvaient, s'ils étaient un peu malins, ils pouvaient acquérir au cours de leur vie un peu d'argent, et ensuite racheter leur liberté et devenir comment on appelle, pas émancipés, mais j'ai oublié le terme, peu importe, ils pouvaient se libérer de la tutelle de leur maître. Néanmoins, cette monnaie est extrêmement contrôlée par l'État. Cette monnaie, donc, qui est au cœur de toutes les relations marchandes, elle est produite par l'État romain, par la ville de Rome et par la République et l'Empire romain, qui contrôle non seulement la frappe de la monnaie, mais aussi contrôle les mines qui permettent de produire la monnaie. La monnaie à l'époque, c'est surtout la monnaie d'argent. Cette monnaie, elle est totalement entre les mains de l'État, puisqu'il contrôle les mines, il contrôle la frappe, et il distribue ensuite la monnaie, qui lui est reversée toujours sous la forme de l'impôt. Cet impôt permet du coup de financer les conquêtes militaires et l'armée romaine. Alors là aussi, je pourrais aussi vous relire Graber, pourquoi est-ce qu'on a ce système où finalement l'État contrôle les mines, contrôle la frappe de monnaie, et puis ensuite paye quand même avec cette monnaie. Ça permet en fait, via le système fiscal, d'approvisionner la troupe, les légions romaines, le pouvoir, les militaires romains. En fait, comme on leur donne de l'argent et qu'on demande cette même argent, cette même monnaie en guise de paiement de l'impôt, eh bien tous les agriculteurs, les marchands, doivent se fournir en monnaie auprès des troupes romaines,
qui sont quasiment les seuls à disposer de la monnaie, pour ensuite payer l'impôt. Donc on a ici là aussi le même circuit que pour ce que je vous ai raconté, que pour les colonies, c'est-à-dire que la monnaie sert en quelque sorte à ce que les Romains, les militaires romains, les légionnaires puissent s'approvisionner en nourriture et auprès des marchands parce qu'ils ont bénéficié d'une monnaie qui a de la valeur pour ces marchands parce que c'est avec ça qu'ils vont payer l'impôt. Donc ce circuit de la monnaie, il permet en quelque sorte d'organiser une forme de ravitaillement moins coûteux que de piller les fermes pour nourrir les militaires. Ce qu'on faisait avant la monnaie. Concrètement, Sumer, qui n'avait pas vraiment de monnaie, qu'est-ce qu'il faisait quand il faisait une conquête militaire? Eh bien, il allait installer ses troupes dans des pays étrangers, et puis ces troupes pillaient les fermes et se nourrissaient comme ça sur la bête. Évidemment, après, on conquiert un pays qui est ruiné. Donc l'idée d'imposer la monnaie comme impôt, c'est de pacifier les relations et d'approvisionner l'armée de manière beaucoup moins coûteuse pour la société. Donc cette monnaie, elle s'étend parce que c'est l'instrument par lequel l'État va contrôler sa puissance militaire. Et donc tout le monde a besoin de monnaie parce que tout le monde paye l'impôt au fur et à mesure. Et donc du coup, que va-t-il se passer? Eh bien, si on n'a plus accès à la monnaie, alors finalement on n'a pas de revenus, donc finalement on ne va pas payer beaucoup d'impôts, c'est pas le souci. Mais le problème, il est évident que les indigents ne payent pas d'impôts, n'ont jamais payé d'impôts, nulle part, parce qu'ils n'ont pas de capacité à avoir de la monnaie. Mais le problème, il est comment on sort de l'indigence. Comment on retrouve une citoyenneté romaine, en quelque sorte, comment on retrouve une activité économique. Pour trouver une activité économique, pour amener une activité économique, il faut au préalable avoir de la monnaie. J'ai vu votre question. Il faut donc avoir accès à la monnaie. Pour avoir accès à la monnaie, eh bien, il faut vendre quelque chose. Il faut donc avoir une activité économique. On a en quelque sorte un cycle infernal, un serpent qui se mord la queue, puisque pour avoir de la monnaie, il faut avoir une activité économique. Or, pour commencer une activité économique, il faut faire des achats de matières premières, de terrain, de tout ce que vous voulez. Et donc, il faut d'abord avoir accès à la monnaie. D'où le cercle de la pauvreté. Comment on se sort du cercle de la pauvreté? Aujourd'hui, comment on ferait? On peut faire un crédit. C'est-à-dire, on peut emprunter de l'argent à une banque. Avec cet argent, on achète un capital, une boutique, et puis avec ça, on va créer une activité économique. Et avec cette activité économique, on va pouvoir accéder à la monnaie, et puis du coup, on va pouvoir rembourser son emprunt. Mais ça, c'est dans la société d'aujourd'hui. Dans la société romaine, il n'y a pas de banque. Il n'y a pas un système bancaire tel qu'on a aujourd'hui. Ça arrive bien plus tard, au Moyen-Âge. Et donc, lorsqu'on est privé de monnaie et qu'on ne peut pas mener de relations économiques, si on veut s'en sortir, on est obligé d'emprunter, mais cette fois-ci, on va emprunter auprès de quelqu'un qui a de l'argent, mais qui va chercher à nous prélever le maximum d'intérêt. C'est ce qu'on appelle l'usure. L'usure, c'est un emprunt qui est fait dans des situations d'inégalité. Donc l'usure reflète un rapport de force entre l'emprunteur et la personne qui prête, et le prêteur. L'usure est un délit aujourd'hui. C'est un acte pénalement répréhensible, c'est interdit. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de prêter de l'argent dans le cadre d'une relation inégale. Alors comment on sait que la relation est inégale? Eh bien on regarde les taux d'intérêt. D'où d'ailleurs, aujourd'hui en France, une définition du taux d'usure. Le taux d'intérêt au-delà d'un certain seuil est considéré comme un taux d'emprunt illégal. Donc c'est plus l'emprunt, c'est l'usure. Et c'est interdit. Alors si vous cherchez sur Google, vous pouvez vérifier taux d'usure en France. Voilà, chaque année, la Banque de France détermine le taux d'usure. En fait, c'est pas très loin du taux des agios bancaires, parce que la banque vous fait des agios, paye des agios à un niveau proche du taux d'usure, puisqu'au-delà, évidemment, ça serait totalement illégal. Alors pourquoi l'usure apparaît dans l'Empire romain? Eh bien justement parce que la société étant entièrement monétarisée, avoir accès à l'argent est absolument indispensable. Or, il n'y a pas de système bancaire classique, donc les gens sont obligés, s'ils veulent accéder à l'argent, de se soumettre à l'autorité d'un usurier qui va leur prêter de l'argent à des taux très importants, qui va rarement leur permettre de se développer, en fait, puisque l'essentiel de l'activité économique qu'ils vont avoir va être prélevé par leur usurier. D'où d'ailleurs l'extrême mauvaise réputation qu'ils ont, les usuriers.
voilà, encore aujourd'hui, un taux usurier, enfin c'est une insulte, hein, c'est comme un vol en quelque sorte, c'est un vol lié à un rapport de force. Vous profitez du rapport de force pour prêter à des taux d'intérêt extrêmement élevés à votre emprunteur. Alors c'est ce que dit là aussi Jeanne-Marie Viel, l'usure naît donc de la dissociation temporelle de l'achat et de la vente de biens permise par la généralisation de l'usage de la monnaie comme intermédiaire de circulation. Alors ce qu'elle dit c'est, voilà, l'usure en fait il apparaît parce que des gens sont alors j'aurais pas dû citer cette citation, des gens sont totalement dépourvus de monnaie, ils sont endettés, tout à l'heure je l'ai dit, hein, et donc du coup, si on a des gens qui accumulent la trésorerie, on a aussi des personnes qui vont accumuler des dettes et qui vont se retrouver dépendants parce que s'ils n'ont pas accès à la monnaie, ils ne peuvent plus nouer de relations économiques, d'où l'apparition de l'usure, hein, de ce nouveau prêt qui va introduire le rapport de force, qui est le produit du fait que certains ont plus vendu que d'autres. Alors je vais répondre maintenant à la question qui m'a été posée, est-ce qu'il y avait de l'inflation du temps de l'Empire romain ? La réponse est oui. Il y avait de l'inflation. Cette inflation était due au fait que l'Empire romain avait des moments de faiblesse très fortes, ça dépendait des empereurs, de l'administration, etc. Et parfois, il ne pouvait pas payer son armée. Donc, qu'est-ce qu'il cherchait à faire ? Il cherchait à gratter les pièces, comme on dit, à mettre un peu moins d'argent dans ses pièces, mais les gens s'en rendaient compte, donc du coup, l'argent avait moins de valeur. Il y a eu des cycles d'inflation, des cycles de crise monétaire extrêmement fortes au cours de l'Empire romain. Alors, je ne suis pas un spécialiste de cela, mais vous pouvez, je suis sûr, trouver des articles extrêmement intéressants sur l'inflation du temps de l'Empire romain. Oui, il y avait de l'inflation. Le système monétaire romain n'était pas extrêmement fiable, en fait. Hein. C'est-à-dire que, parfois, les impôts ne rentraient pas comme il fallait. Oui, je vous l'ai dit, normalement, le système, il est simple sur le papier. C'est-à-dire que tout l'argent doit revenir à l'État. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'argent ne revenait pas entièrement à l'État. Donc, on se retrouvait à devoir toujours exploiter des nouvelles mines d'argent pour reconstruire, en quelque sorte, la masse monétaire. Mais parfois, on n'arrivait pas fiscalement à récupérer une grande partie de la monnaie qu'on avait distribuée dans la société. Hein, parce que, évidemment, toute la question, c'est comment on prélève l'impôt. Hein, et ça fait partie des choses qui ne sont pas toujours simples. Il faut un fisc performant. Aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à collecter l'impôt comme il faudrait, hein, on a encore des évasions fiscales, vous pensez bien que sous l'Empire romain c'était pareil. Donc vous avez des recettes fiscales qui sont pas toujours faciles à récupérer. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez quand même vos soldats romains à payer, et bien vous essayez de faire des pièces un peu petites avec un peu moins d'argent, etc. Vous les refondez en quelque sorte, vous prétextez un nouvel empereur pour faire une nouvelle tête. Hein. Le problème c'est qu'après, la valeur des pièces est moins grande, elles contiennent moins d'argent, donc les gens sont moins d'accord pour l'accepter. Néanmoins, comme il y a toujours la fiscalité, vous pouvez toujours collecter l'impôt et récupérer les pièces et faire en sorte que les pièces soient intéressantes pour les marchands, mais là aussi, la fiscalité ne marche pas très très bien. Voilà. Donc il y avait de l'inflation et il y a eu des crises bancaires et monétaires, extrêmement importantes dans l'Empire romain, des crises économiques extrêmement importantes. Parfois, ces crises économiques, elles viennent aussi du fait que l'inflation pouvait venir aussi du fait de mauvaises récoltes. Hein. L'augmentation des prix n'était pas toujours liée à la qualité de la monnaie, mais était aussi liée à l'incapacité de produire un nombre de biens, et donc ça fait monter les prix. Alors, après la disparition lente de l'Empire romain, à partir du 4e, 5e siècle, on va voir la société se réorganiser, hein, j'en ai parlé la dernière fois, autour de fiefs seigneuriaux. Et progressivement, souvenez-vous, ces fiefs se sont enrichis, ont commencé à investir, la société moyenâgeuse s'est pacifiée, il y a plus de moins en moins de guerres seigneuriales. Hein, on peut dire quand même que les grandes guerres, c'est quand même les Vikings, hein, pendant la période du haut Moyen-Âge, autour de l'an 1000, etc. Puis après, progressivement, on vit dans une forme de pacification et, souvenez-vous, de grands progrès économiques et agricoles. Ces progrès économiques et agricoles et le développement des villes va entraîner une transformation progressive de la société et du rapport marchand qui va devenir dominant. Alors souvenez-vous pourquoi le marchand devient dominant ? Eh bien parce que l'agriculture faisant des progrès, les villes commencent à se peupler, la population urbaine commence à devenir plus importante et donc qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont développer à la fois de l'industrie et du marchand. Souvenez-vous aussi, diapo 27, les grands circuits commerciaux
au cours du XIIIe siècle, hein, qui intégrait tout le bassin méditerranéen et qui allait même plus loin, puisqu'on avait des produits chinois qui arrivaient en Europe via les Arabes. Alors, ce commerce-là, ce commerce du Moyen-Âge, il faut complètement le distinguer de l'échange classique. Ce qui va apparaître au Moyen-Âge, en Europe occidentale, je suis toujours sur cette Europe occidentale parce qu'on ne va pas regarder d'autres sociétés, c'est encore différent, eh bien, c'est l'émergence donc d'un cycle d'échange qui tourne autour d'un produit standardisé, qui est la marchandise. En fait, quand on passe de l'échange au commerce, on passe de la relation individuelle ou du marché local à quelque chose qui est beaucoup plus institutionnalisé et qui touche de nombreuses villes et une vaste région. Le commerce, l'échange va devenir commerce lorsque la marchandise va se standardiser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une marchandise standardisée? Ça veut dire des standards, ça veut dire une marchandise, ça va être un type d'étoffe, si on parle du tissu, avec une unité de mesure de l'étoffe et un prix similaire pour toute marchandise. En fait, l'idée de standardiser la marchandise, c'est l'idée d'objectiviser son prix. Souvenez-vous, le principe du marché, c'est de créer des prix objectifs qui sont le produit des transactions. Mais si vous voulez avoir des prix objectifs, il ne faut pas simplement avoir un étalon commun de mesure, c'est-à-dire la monnaie, ça on l'a maintenant. Mais il faut aussi en face avoir une marchandise qui soit comparable, c'est-à-dire une marchandise qui soit standardisée. Et donc, c'est avec la standardisation de la marchandise qu'on va voir apparaître le grand commerce, le commerce. C'est-à-dire que là, il va y avoir un véritable système de concurrence où chacun va chercher à acquérir non plus une marchandise parce qu'il y a un client quelque part, il sait que ce client veut cet objet particulier. Maintenant, l'objectif, c'est j'accumule une grande quantité de marchandises. Ces marchandises sont toutes similaires, d'où le caractère standard. Donc, comme elles sont similaires, je vais pouvoir trouver de très nombreux acheteurs pour cette marchandise. Ici, il faut comprendre qu'on passe d'une logique où on vise à échanger des biens à une logique où on vise à réaliser un profit. C'est ça aussi l'autre caractéristique du commerce, c'est que le commerce n'a pas pour but l'échange, mais il a pour but le profit. Donc non seulement il faut de la monnaie, parce que la monnaie permet de quantifier le profit, et aussi d'accumuler en quelque sorte ce profit, mais il faut que cette monnaie soit elle aussi reconnue universellement comme outil d'échange, c'est-à-dire qu'elle permet d'être utilisée qu'elle ait une fonction de liquidité qui permet d'être acceptée par tout le monde. Donc en quelque sorte, on va chercher pour accumuler cette monnaie, à accumuler une marchandise vendable. Une marchandise sera d'autant plus vendable qu'elle sera standardisée et qu'elle trouvera un marché assez profond. Et dans cette logique-là, eh bien, on passe d'une logique où l'argent est un intermédiaire à une logique où c'est la marchandise qui devient intermédiaire. Alors c'est ça la logique, c'est le schéma qu'on a déjà vu chez Marx, souvenez-vous en IAE. Le rapport marchandise-argent va être inversé. Ici, vous voyez, on a l'échange. L'échange, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai une marchandise, j'en veux une autre. Donc je vais vendre ma marchandise contre de l'argent. En première transaction, M se transforme en A, en argent. Et puis ensuite, avec l'argent, je vais acheter une autre marchandise, M'. Ça, c'est ce que vous faites quand vous n'êtes pas un commerçant. Vous vendez quelque chose et vous achetez autre chose avec ce que vous avez vendu. Quand vous êtes un commerçant, vous renversez la logique. L'objectif, c'est je pars de l'argent, je veux une marchandise, mais pas parce que cette marchandise est intéressante. Tout ce que je veux, c'est que cette marchandise se transforme le plus vite possible en argent. Je vais donc chercher à la revendre, et c'est pour cette raison que j'ai besoin d'une marchandise standardisée qui peut être acceptée par tous, ou qui peut avoir un nombre de clients potentiels très important. Donc j'ai cette première transaction, A qui se transforme en M, et M qui se transforme en A', avec A' supérieur à M. La différence entre A' et A, donc l'argent que je récupère après, doit être supérieur à l'argent que j'ai investi, la différence étant le profit. Et donc c'est ça le commerce. C'est l'idée que le profit est l'objectif de la transaction. Si on a une société pacifique, c'est-à-dire les droits de propriété sont respectés, on ne va pas se faire voler immédiatement, alors la monnaie finit par devenir un instrument utile et même central du pouvoir économique, mais aussi du pouvoir politique.
Accumuler de la monnaie, c'est donc être capable d'accumuler du pouvoir politique. Alors j'ai mis ici une parenthèse sur les milliardaires et leur pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que regardez Elon Musk, donc milliardaire, qui possède Tesla, qui était l'ancien dirigeant de PayPal, qui n'a pas fondé, d'ailleurs j'ai appris qu'il n'avait pas fondé PayPal, je croyais qu'il avait fondé, il n'a pas non plus fondé Tesla, il l'a racheté en fait, et il a réussi avec ses entreprises à gagner beaucoup d'argent. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait faire Elon Musk? Il va racheter du Bitcoin, il va financer SpaceX, et donc finalement qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il embauche des travailleurs qui vont travailler pour ses projets à lui. Qu'est-ce que c'est que dépenser son argent à investir? C'est agir politiquement sur le monde. C'est faire en sorte que des gens vont décider de produire des fusées SpaceX au lieu de produire autre chose. Si on fait ça, eh bien quelque part on agit sur le monde et donc on a du pouvoir, mais qui n'est pas qu'un pouvoir économique. C'est ça que je vais vous faire comprendre, c'est un pouvoir politique. C'est, voilà, je suis milliardaire, j'investis dans SpaceX, eh bien je crée du coup une activité pour des gens qui est d'envoyer des fusées sur la Lune. Il est clair que vous, moi, on ne peut pas décider vraiment beaucoup de ce que les autres vont faire. On le fait par nos achats. C'est-à-dire que quand j'achète quelque chose, un produit, eh bien, je suscite une production dans ce produit. Tous on le fait ça, mais vous voyez, à un tout petit niveau, si vous voulez lancer des fusées sur la Lune, il va falloir investir plusieurs dizaines de milliards. Et là, pour le coup, c'est pas pour tout le monde qui peut faire ça. Donc le pouvoir économique, c'est le pouvoir d'agir sur l'économie, mais agir sur l'économie, c'est agir sur la société. Et donc le pouvoir économique, c'est le pouvoir politique. Plus on accumule du capacité d'achat, de la monnaie en quelque sorte, plus on accumule de pouvoir. Avec néanmoins une petite chose que je voulais dire là aussi. On dit aujourd'hui que Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Ensuite, on a qui? On a Bezos, je ne sais plus comment il s'appelle. Jack Bezos, je ne sais plus. Enfin, bref, le fondateur de Amazon. En réalité, quand on dit Bezos ou Musk, il possède tant de milliards, il faut aussi ne jamais oublier que les milliards qu'il possède, ce n'est pas des milliards en monnaie qu'il possède. C'est des milliards en actions. Or, il y a une différence entre posséder de la monnaie et posséder de l'action. Et là aussi, ce n'est pas la même chose. Quand vous possédez 3 milliards en monnaie, vous pouvez à tout moment dépenser ces 3 milliards où vous voulez. Et donc, dans ce cas-là, faire ce que vous voulez, diriger en quelque sorte le monde. Dire, voilà ce que tant de gens vont produire. 3 milliards, ça correspond à combien d'heures de travail? Énormément d'heures. Donc, vous pouvez en quelque sorte acheter les heures. Acheter ce que les autres vont faire de leurs heures. Mais quand vous possédez les mêmes 3 milliards en actions, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de commander des gens. Puisque vous ne pouvez pas payer les gens en actions, vous les payez toujours en monnaie. Et là, ça veut dire que, en fait, si Bezos voulait dépenser sa fortune, il faudrait d'abord qu'il vende toutes ses actions Amazon, plus les autres patrimoines qu'il a, qu'il les convertisse en monnaie et qu'il utilise cette monnaie ensuite pour faire autre chose. Le problème est qu'il ne pourra pas vendre toutes ses actions Amazon. Parce que s'il devait vendre toutes ses actions Amazon, ça ferait chuter le cours d'Amazon. Et donc son propre patrimoine ne serait pas du tout le même. Et vous voyez ici, il faut bien aussi savoir que on simplifie beaucoup les choses quand on dit cette personne-là a un patrimoine de tant de milliards. Oui, c'est un milliardaire, oui, il a un patrimoine évalué à tant de milliards, mais il n'a pas tant de milliards à dépenser. Or, ce qui fait le pouvoir, c'est être capable de dépenser l'argent. On l'a vu tout à l'heure. Donc c'est cette capacité à accumuler de la monnaie. Or, les gens les plus riches du monde, certes, ils ont beaucoup plus de monnaie que vous et moi, mais ils n'ont pas tout leur patrimoine sous forme monétaire. Même chose pour vous, ou moi, ou d'autres. Si on possède une maison qui vaut 200 000 euros, par exemple, c'est très bien, on a 200 000 euros de maison, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour acheter une baguette de pain. Il faut d'abord vendre sa maison pour avoir de la monnaie. Et là, on ne sait pas à combien on peut vendre. Donc c'est pas pareil de posséder de la monnaie, qui est la liquidité, qui peut être utilisée à tout moment, et donc qui a un véritable pouvoir politique, que de posséder quelque chose qui a de la valeur, mais qui en soi ne peut pas être utilisé directement dans l'échange. Donc le commerce a pour vocation d'accumuler de l'argent. L'argent est le pouvoir politique. Parce que c'est le pouvoir économique et que tout argent utilisé va engendrer une activité commerciale ou industrielle ou autre. Et donc commander des gens.
Alors ce commerce, du coup, comme il est au cœur du rapport politique, eh bien, il va se développer au Moyen-Âge avec l'enrichissement de l'Europe occidentale, avec l'émergence de villes franches, libres et puissantes, et il va être en grande partie favorisé par les seigneurs eux-mêmes, qui sont devenus plus riches, qui ont un souci. Les seigneurs européens d'Occident, ils vivent dans les territoires ruraux. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, ils ne sont pas tout à fait maîtres des villes, parce que les villes prennent leur indépendance assez vite. Et donc, au bout d'un moment, voilà, on est bien content d'avoir du blé et de chasser, etc., de quoi nous se nourrir, mais au bout d'un moment, ce qu'on veut, c'est des produits de luxe. Des produits de luxe qui sont produits à l'étranger, et donc il faut qu'on fasse venir des marchands qui nous rapportent les porcelaines chinoises, voilà, ou les inventions des Arabes, etc. Donc que font les seigneurs? Eh bien, ils vont chercher à développer le commerce en accordant aux marchands des formes de privilèges. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on organise des foires, donc c'est les grandes foires de Champagne, des Flandres, etc., qui sont des foires qui sont... alors pourquoi elles apparaissent? Parce qu'on dit aux marchands, écoutez, venez, vous allez pouvoir vendre vos marchandises ici, moi je vous protège contre les brigands et autres, je vous impose pas, vous pouvez même emprunter gratuitement les ponts, et puis comme ça vous pourrez faire du profit, et puis à la fin éventuellement, voilà, je vous imposerai un peu, mais pas beaucoup, pour que vous puissiez venir. Donc en fait ces foires, elles apparaissent sous la volonté des seigneurs, qui sont riches et qui ont besoin de dépenser leurs revenus. Voilà, donc et très vite, en fait, la société, au cours du Moyen-Âge, va finir par devenir mercantile. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il va y avoir une association entre les pouvoirs politiques et le pouvoir économique. C'est ce qu'on appelle le mercantilisme. Vous avez vu les auteurs mercantilisme, donc là aussi en IAE. Donc au XVIe, XVIIe siècle, on a tout un ensemble de penseurs économiques, les mercantilistes, qui vont du coup chercher à comprendre comment financer la puissance de l'État. Donc on a aussi des moments où l'État devient de plus en plus puissant. Et en fait, comment il fait? Il collabore avec les marchands. Donc les marchands vont gagner en influence et en pouvoir politique parce qu'ils vont devenir de plus en plus indispensables, d'abord aux seigneurs, puis ensuite aux monarques, au roi en quelque sorte, enfin à l'État, pour trouver des moyens de financer sa propre économie et sa propre puissance militaire. Et donc, bien sûr, cette société mercantiliste va profiter également du Nouveau Monde pour s'étendre dans le monde entier et développer des colonies. Alors, je l'avais là, mais j'en parlerai après. Avant de parler de la colonisation et donc de la Renaissance, revenons sur le système bancaire. Parce que le système bancaire va commencer à beaucoup se développer au cours du Moyen-Âge. Et notamment, en fait, le système bancaire du Moyen-Âge, c'est un système qui est fondé d'abord sur le commerce. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'usure. L'usure existait dans la société romaine parce que c'était une société qui était entièrement monétarisée et qui, du coup, rendait l'accès à la monnaie essentiel pour tout le monde. Or, quand vous n'avez pas accès à la monnaie, vous n'avez pas le choix. Il fallait trouver quelqu'un, un usurier, pour vous prêter. Avec le développement du commerce, on va voir apparaître un autre aspect du crédit, c'est justement l'émergence de la banque, du système bancaire et du crédit classique. Et le crédit, ce n'est pas l'usure. Le crédit, c'est un prêt, mais qui n'est pas un prêt fondé sur une relation inégalitaire. Cette fois-ci, le crédit va venir des marchands eux-mêmes et va nourrir des relations entre marchands qui sont en quelque sorte des collègues et qui n'ont pas besoin d'argent. Alors, qu'est-ce que c'est que ce crédit? Comment il se développe? Il se développe de deux manières différentes. D'abord, avec les clients, et ensuite avec les autres marchands. Alors, reprenons la société moyenâgeuse, donc du XIIIe siècle, avec ces grandes voies commerciales de la Diapo 27, que vous pouvez revoir si vous voulez voir la carte. Voilà, bon, je ne vais pas trop y revenir. Et donc, nous avons des marchands qui ont pour vocation d'accumuler du capital, d'accumuler de l'argent, en utilisant la marchandise comme un moyen d'accumuler de l'argent. Or, le problème des marchands, c'est toujours le même, c'est que dans une société monétarisée, c'est toujours difficile de vendre, en tout cas toujours plus difficile de vendre que d'acheter. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher à vendre à des clients qui sont en situation de force, qui ne sont pas forcément envie d'acheter, et à qui on va accorder des facilités de paiement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une facilité de paiement? C'est une vente à crédit en quelque sorte. Vous me payez
que la moitié maintenant, et puis la prochaine fois, je reviens dans 6 mois, vous me paierez l'autre moitié. Et en fait, c'est très utile pour le marchand, parce que comme ça, il écoule ses stocks, mais on comprend bien que le crédit qu'il va faire maintenant à son client, c'est pas du tout le même que l'usure qu'on avait sous forme de l'Empire romain ou dans d'autres sociétés. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, le rapport de force, il est en faveur de l'acheteur. Donc vous voulez, en fait, vous êtes prêt à vendre vos marchandises, vous voulez absolument vendre vos marchandises, et vous êtes prêt à accorder des facilités de client à votre client potentiel, des facilités de paiement à votre client, et les facilités de paiement, vous n'allez pas lui faire un taux d'intérêt extrêmement élevé, vous allez lui faire un petit taux d'intérêt pour qu'il accepte. Donc ça, c'est le premier élément qui va voir se développer le crédit, ça naît du besoin des marchands de rééquilibrer le rapport de force entre vendeurs et acheteurs, et en proposant un crédit à ses acheteurs, il les fidélise, et quelque part, il gagne un peu, il améliore un peu en sa faveur le rapport de force. La deuxième source de développement du crédit bancaire au Moyen-Âge, c'est le problème du remploi, ou on appelle ça aussi du réemploi. Alors si vous réfléchissez comme un marchand du Moyen-Âge, je sais pas, un marchand vénitien et autres, très vite vous arrivez à la conclusion que tout l'argent que vous accumulez quand vous vendez, le principe de gagner de l'argent, c'est j'achète, je vends, quand je suis un commerçant. J'achète le moins cher possible, je vends le plus cher possible. Mais en fait, c'est aussi autre chose. C'est la rapidité avec laquelle vous faites cela qui va déterminer vos profits. C'est-à-dire qu'il y a une notion temporelle qu'il faut prendre en compte. Si vous achetez aujourd'hui, vous vendez aujourd'hui, vous avez donc de l'argent, du capital. Avec ce capital, vous allez ensuite aller en Chine, je ne sais pas où, rarement en Chine, en réalité vous allez au Moyen-Orient, et là vous commercez avec des marchands arabes, vous achetez des marchandises et puis vous les revendez ensuite en Europe. Bon, plus vous faites ça vite, plus vous gagnez des profits. Si vous êtes sur des cycles où il vous faut 1 an entre le moment où vous transformez votre capital de départ en marchandises et le moment où vous transformez les marchandises en revenus, vous allez gagner le profit sur un cycle d'1 an qui va être quand même assez long. Si vous pouvez faire 2 voyages dans l'année, vous réduisez le cycle à 6 mois, enfin 2 allers-retours dans l'année, vous réduisez le cycle à 6 mois, et donc vous multipliez par 2 votre argent. Et ainsi de suite. Autrement dit, plus vous gardez l'argent sans rien faire, moins vous gagnez de profit. Imaginez maintenant un marchand qui a des contacts au Moyen-Orient, un marchand vénitien qui a des contacts au Moyen-Orient, il y a des foires qui ont lieu, mais bon, la foire où il va acheter sa marchandise, elle n'a pas lieu avant 2 mois. Qu'est-ce qu'il va faire pendant 2 mois ? Il peut prendre des vacances pendant 2 mois, mais il peut aussi se dire, pendant 2 mois, cet argent que j'ai en réserve, là, d'abord, c'est un peu risqué d'avoir un peu d'argent, on peut avoir des systèmes de garde, de protection, mais surtout, il ne sert à rien, il ne me rapporte pas d'argent. Si vous avez un collègue marchand qui lui va en Égypte acheter des pierres d'Alain et qui a besoin maintenant d'argent pour commencer sa cargaison. Peut-être que vous pourriez lui prêter l'argent maintenant plutôt que de le laisser sans faire, et puis il fait son commerce et puis il revient 2 mois plus tard quand vous avez besoin d'argent, et là vous pouvez à nouveau faire votre commerce à vous. Donc en fait l'idée du remploi, c'est l'idée de réutiliser l'argent que vous avez utilisé en le confiant à quelqu'un d'autre qui va avoir lui une opportunité de commerce que vous n'avez pas. Et donc tout l'intérêt de la banque, c'est d'accélérer la circulation monétaire en prêtant l'argent que vous n'avez pas besoin maintenant, mais qu'un collègue pourrait avoir besoin. Et dans ce cas-là, on comprend que la relation ici, c'est plus une relation dans laquelle le créancier a besoin de prêter que la relation dans laquelle l'emprunteur a besoin d'emprunter. Ce qui veut dire que le rapport de force, il est plus du tout inégal. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Les banques, le crédit bancaire, c'est une relation où finalement, vous pouvez tout à fait ne pas emprunter de l'argent pour acheter votre maison. Par contre, le banquier, lui, s'il ne prête pas d'argent, il fait faillite. Donc, il a besoin de prêter l'argent parce que c'est son métier. Le commerçant, il n'a pas envie de garder de l'argent dans ses coffres pendant 2 mois ou 3 mois sans rien faire, donc il préférera le prêter pour gagner un intérêt. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître l'idée que le taux d'intérêt, en fait, c'est le prix du temps. Le prix
le prix qu'on paye quand on n'utilise pas l'argent alors qu'on n'a pas de possibilité de l'utiliser et qu'on doit attendre de pouvoir nouer une transaction. Tout ça, c'est un coût d'opportunité important. Donc si on considère que le taux de profit normal annuel est par exemple je dis n'importe quoi, de 30%, eh bien vous allez être très content si pendant 6 mois vous ne pouvez rien faire, eh bien vous êtes capable de prêter cet argent à 10%, parce que ce ne serait peut-être pas autant que les 15% d'une demi-année que vous pouvez perdre, mais au moins vous avez moins perdu que si vous n'avez pas utilisé cet argent du tout. Par ailleurs, à cette époque, au Moyen-Âge, on avait aussi le problème du change. Au Moyen-Âge, il y a plein d'États, l'Europe est totalement divisée, il y a plein de monnaies différentes qui circulent, et donc il faut être capable, quand on veut commercer, non seulement de trouver l'argent pour financer son expédition commerciale, mais aussi de changer entre les différents endroits où on achète et on vend. C'est-à-dire qu'il va falloir acheter en Orient avec l'argent là-bas, et puis vendre, on va récupérer de l'argent européen, ou allemand, ou français, ou italien. Et donc tout ça va nécessiter le problème du change, et donc il va y avoir l'apparition d'un métier qui va être un changeur. Et en fait, très souvent, ces métiers qui vont être des changeurs vont aussi être des financiers. C'est-à-dire que en fait, les besoins du commerce, en matière de change, en matière de réemploi, vont faire apparaître une profession spécialisée qui va spécialiser dans le change et dans le prêt. Et en fait, ce qui va permettre cela, c'est la lettre de change. La lettre de change, qu'on a déjà vu, souvenez-vous, en IAE, qui est en fait un chèque bancaire, ou plus précisément un contrat écrit, dans lequel on s'engage à payer dans une certaine monnaie un service qui sera rendu dans une autre monnaie. En fait, on s'engage à la fois à changer la monnaie et aussi à accorder un crédit. C'est-à-dire que, en fait, le marchand, il va avoir la lettre de change, utiliser la lettre de change à la fois pour emprunter et pour changer sa monnaie en fonction des endroits où il va commercer. Et donc, on va avoir des gens qui vont se spécialiser dans la rédaction de lettres de change et dans le crédit et le change. Et en fait, ces gens-là, au départ, ce sont des commerçants. C'est-à-dire qu'ils utilisent la logique du commerce. C'est-à-dire la logique du A, M', A'. A, M, A', je veux dire. Sauf que ici, M, c'est pas une marchandise physique, c'est un contrat de change ou un contrat de crédit. Et en fait, c'est exactement la même logique. Donc en fait, la banque moderne, elle est le produit du commerce. On achète et on vend. On achète dans une certaine monnaie et on vend dans une autre monnaie à un moment plus tard, donc avec du temps, et donc à un taux d'intérêt. Donc on a à la fois un taux de change et un taux d'intérêt qui sont la rémunération de ce qu'on a fait. Cette lettre de change, elle va apparaître au XIIe, XIIIe siècle en Europe. Au départ, elle va être le fait de commerçants. Progressivement, ces commerçants vont se spécialiser dans le métier de banquier à partir du XIVe siècle. Et donc, ce sont eux qui vont financer les expéditions commerciales. Très vite, avec le développement du commerce, on va voir apparaître des différents métiers, c'est-à-dire une spécialisation. Alors, je vous en donne ici 3, le financier, le négociant, l'armateur. Tout ça sont des métiers différents. Le financier, c'est lui qui avance l'argent. Donc, il a cet argent parce que finalement, sa logique, c'est commercial. Donc, j'emprunte, je prête, je noue, quelque chose, j'achète de l'argent, je revends de l'argent, c'est ça que ça veut dire. Mais je le fais avec des intérêts parce que voilà, je suis capable de donner de l'argent maintenant à quelqu'un qui en a maintenant en utilisant l'argent dont quelqu'un n'a pas besoin. Donc le financier, le changeur, tout ça, ça va être la même chose. Le négociant, c'est celui qui va négocier, c'est celui qui va nouer les contrats d'achat et de vente des marchandises. L'armateur, c'est celui qui va armer les navires. Donc en fait, le commerce, le grand commerce du Moyen-Âge, c'est déjà quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Et la banque est un élément du commerce. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Donc là, on est ici dans un monde dans lequel la finance et le commerce sont complètement liés. C'est la même chose. C'est ça que je veux vous faire comprendre, la même chose. Et c'est la même transaction, c'est la même logique. Une logique d'accumulation de capital, sauf qu'on doit utiliser non pas une marchandise normale comme intermédiaire, mais un objet financier. Voilà, alors je vois qu'il est l'heure d'arrêter. On se retrouve, à ceux qui veulent, on se retrouve dans une heure, un peu plus d'une heure, dans l'Amphiboudin.
Voilà, et j'amènerai vos copies. Au revoir à tous et pour les autres, à la semaine prochaine.